Bonjour, Koué. C'est avec respect et gratitude que nous animons aujourd'hui à partir de plusieurs territoires des Premières Nations. Je vous parle du territoire non cédé ni concédé des Abénaquis, aussi connu sous le nom de l'Estrie, dans un esprit de paix, de justice et de réconciliation envers ces peuples. Nous souhaitons aujourd'hui et pour les générations à venir utiliser notre voix pour mettre en lumière leur culture et leur savoir, ainsi que promouvoir l'équité, les droits de la personne et de la santé. À ce titre, nous vous invitons avec humilité, à prendre un moment pour vous, renseigner et réfléchir à la présence passée, présente et future des Premières Nations et des territoires où vous êtes actuellement. Nous désirons enfin témoigner notre reconnaissance et rendre hommage aux personnes et aux organisations des Premières Nations présentes qui agissent au quotidien pour le bien-être de leur peuple et de leur territoire. Il est également important de souligner que nous reconnaissons que les nombreuses injustices vécues par ces peuples de ce que nous appelons aujourd'hui le Canada incluent des lois et politiques coloniales, racistes et classistes sur les drogues. Nous voyons la nécessité non seulement de soutenir les personnes qui utilisent des substances, mais aussi de travailler activement à contrecarrer ou à démanteler les systèmes injustes qui continuent d'affecter de façon négative et disproportionnée les communautés des Premières Nations. Les praticiens de l'analyse de substances sont conscients que cette démarche que l'analyse de substances fournit certaines réponses face au marché des substances toxiques et volatiles. Cependant, ils savent aussi qu'elles ne constituent pas une solution miracle pour impacter réellement et positivement les nombreuses crises, notamment les multiples cas de surdose. Des changements systémiques et organisationnels profonds sont indispensables. Miigwech. Donc, avant de partir le bal avec notre présentation et de mettre notre PowerPoint en lien, je vais prendre le temps qu'on se présente les différents invités. Je vais laisser Geneviève Cousineau se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Geneviève Cousineau, je suis l'intervenante responsable du site de consommation et vérification de substances, le Nomade, qui est sur le territoire de Laval. Donc, je céderai la parole à JP. Hey, salut, content d'être avec vous autres. Moi, c'est Jean-Philippe. Je vous appelle, je vous parle depuis Dopamine. Dans le fond, Dopamine, c'est un organisme de réduction des méfaits dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve qui est établi depuis plus de 30 ans, où est-ce qu'on a plusieurs services, dont un centre de jour avec une clinique médicale communautaire et des services autant de réduction des méfaits sur place, des ateliers, des espaces de communication, des espaces où les gens peuvent se déposer, se reposer. On a aussi un site de soir où est-ce qu'on a une salle de consommation et une salle d'analyse. C'est de là que je vous parle en ce moment. Et on a un volet de travail de rue établi dans le quartier avec 5 travailleurs de rue et de milieu qui sont disponibles autant pour les milieux de consommation, les gens, les jeunes, les écoles. Moi, personnellement, ça fait 8 ans, pardon, que je suis à Dopamine, dont 7 ans en travail de rue. On a nouvellement le projet d'analyse de substances depuis l'année dernière. Et puis ça, j'ai fait le tremplin là, vers l'analyse en voulant utiliser entre autres les liens que j'avais tissés avec la communauté, les vendeurs, les consommateurs du quartier pour les amener vers le service d'analyse avec déjà un lien de confiance fort dans le service et ce qu'on fait ici à Dopamine. La POC à Antoine. Merci, JP. Allô tout le monde. Je voudrais commencer par dire que je suis vraiment honoré d'être parmi vous de retour sur mon territoire natal québécois. Cela étant dit, je voudrais avertir que bien que le français, c'est ma langue première, je me suis rendu compte assez vite que c'est ma langue seconde lorsqu'il s'agit de mon travail, parce que je travaille en Colombie-Britannique. Donc, excusez les anglicismes, je vais faire un effort, mais ça se peut que j'ai un petit peu de bégaiement des fois en essayant de trouver mes mots. Moi, je travaille en Colombie-Britannique pour ce qui s'appelle ici le Health Authority. Donc, c'est un peu l'équivalent de votre santé publique, excepté que nous, on en a juste 5 pour tout le BC, puis vous en avez comme 18, puis il y a vraiment beaucoup de lettres, une après l'autre, pour les décrire chacune et l'autre. C'est ça. Fait que je travaille pour InterHealth. Mon titre, c'est Drug Checking Lead. En fait, mon rôle, c'est la planification de
d'établissement des services d'analyse de substances. Donc, la supervision de contrats, l'élaboration de ressources, le training des techniciens, puis aussi une assurance de la qualité au niveau du service, mais aussi du traitement de tout ce qui est les données qu'on va obtenir avec l'analyse de substances. Mais avant tout, mon travail, c'est vraiment d'aider les organisations à faire leur travail le mieux qu'ils peuvent. Puis je suis vraiment là pour eux plutôt que eux sont là pour moi. C'est ça mon approche en tout cas. Puis à propos de moi, je suis impliqué dans l'analyse de substances depuis à peu près 2010-2011. J'ai commencé au Québec avec un projet un petit peu underground où est-ce que je fabriquais des réactifs puis je les distribuais. Puis après ça, j'ai déménagé dans l'Ouest canadien puis j'ai été impliqué avec Anchors, qui sont comme les premiers, dans le fond, à avoir fait de l'analyse de substances de manière officielle puis constante, disons, pendant longtemps au Canada. Puis j'étais encore impliqué avec eux. J'étais au niveau communautaire, mais j'étais encore impliqué avec eux au niveau festivalier. Puis, c'est ça. Puis, je suis vraiment content puis excité de parler avec vous de l'analyse de substances. Je vais passer à Julie qui devrait se présenter maintenant. Merci beaucoup, Antoine, JP et Geneviève. Donc, je suis Julie Soleil. J'utilise les pronoms elle. Jusqu'en 2017, donc pendant 15 ans, j'ai dirigé le groupe de recherche et d'intervention psychosociale où j'ai œuvré en milieu festif beaucoup et où le dossier d'analyse de substances et le transfert d'informations et tout ça a été vraiment au cœur de mon travail pendant ces années-là. J'ai transféré par la suite, je suis arrivée il y a à peu près 10 ans dans la région de l'Estrie où j'ai été directrice générale d'un organisme qui s'appelle Elixir. J'ai vu quelques personnes et quelques gens de la région de l'Estrie qui sont là aujourd'hui et j'ai travaillé beaucoup aussi avec eux au niveau de l'analyse de substances dans la région de l'Estrie. Depuis 2019, donc presque 5 ans, j'occupe le poste de responsable de contenu et de valorisation de la pratique à l'Association des intervenants en dépendance du Québec. Et peut-être beaucoup d'entre vous, vous me connaissez beaucoup avec le gros dossier que j'ai, c'est la rencontre québécoise en réduction des méfaits qui a toujours lieu au mois de mai et qui sera le 9 mai prochain. En plus de ça, en collaboration avec Chloé Sage et Jared Dawson. Chloé Sage, je pense qu'Antoine l'a nommé tantôt, a dirigé et coordonné pendant longtemps, et il fait encore, l'analyse de substances à Shambhala et aussi Base Coast et toutes ces choses-là. Et on s'est rencontrés en 2015 et on a un partenariat ensemble et tout ça. Et Jared Dawson, c'est un pharmacien, une des premières personnes au Canada d'avoir eu une exemption pour faire de l'analyse de substances dans sa pharmacie. Bien, pas sa pharmacie, mais dans la pharmacie dans laquelle il travaillait. Et on a co-créé ensemble le projet Ressources et éducation sur les drogues, une approche holistique sur l'analyse de substances et qui est soutenue par l'AIDQ. Ce projet-là se décline en 3 axes. Il y a le développement d'outils tels que 5 chapitres portant sur divers aspects de l'analyse de substances et dont le chapitre 4 qui devrait sortir prochainement sur la transmission des résultats et des messages sur l'analyse de substances. On fait aussi beaucoup de consultations pour différentes organisations qui souhaitent mettre en œuvre l'analyse de substances et la formation, bien sûr, tant pour les analystes, les personnes qui font de l'analyse de substances, que ceux qui sont intéressés par la pratique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a des gens, ça serait le fun si dans le chat, vous dites où vous êtes, si vous en faites, ça serait le fun de savoir qui est là, présent aujourd'hui. C'est toujours super intéressant pour nous de le savoir. Et j'enseigne aussi depuis 2013 le cours Drogue et criminalité, donc beaucoup impliquée dans les politiques sur les drogues. Et comme Antoine, moi, depuis 2015, je suis aussi impliquée dans l'analyse de substances de Shambhala dans l'Ouest canadien, où j'ai fait plusieurs rôles, plusieurs choses et où j'ai appris beaucoup d'éléments. C'est toujours une grosse équipe d'à peu près 70 à 80 intervenants sur place qui font différents rôles. Et donc, voilà. Je vais prendre quelques minutes pour parler des objectifs qu'on avait déjà mis en place, qu'on avait déjà mis, puis c'est pour ça que vous êtes inscrits aujourd'hui. Donc, on va explorer un peu l'historique de l'analyse de substances au Canada, puis un peu définir c'est quoi rapidement pour que tout le monde soit au même diapason. On va définir ce que sont la transmission des résultats et des messages dans le contexte de l'analyse de substances, identifier les populations qui utilisent les services, apprendre à fournir des résultats et transmettre des messages appropriés tout en communiquant clairement les limites de ces résultats.
et discuter de la loi de l'effet en mettant l'accent sur les contextes, la personne et les substances et appliquer les connaissances acquises dans des scénarios pratiques pour améliorer les interventions. Donc, quand on va arriver à la fin de la... Bon, en tout cas, après 1 heure et quelques, on va pouvoir faire des choses ensemble et appliquer un peu la théorie qu'on va vous donner aujourd'hui et tous les exemples. Donc ça, je pense que je l'ai dit, il y aura 4 histoires de cas qu'on fera ensemble. Donc, introduction à l'analyse de substances, je vais laisser mon collègue Antoine parler de cette partie-là. Merci, Julie. Avant de passer directement dans le jus, disons, c'est bien un peu de définir le contexte idéologique de l'analyse de substances. Donc, c'est une pratique qui, dans un contexte de santé publique, c'est centré sur le libre choix de l'individu. On considère que la prohibition est potentiellement une entrave à certains droits humains fondamentaux. Puis le travail d'analyse de substances est une réponse aux dommages créés par des centenaires de régulation faisant fi de la nature humaine et de la science. Donc, en d'autres mots, l'analyse de substances, c'est un peu, ça peut être vu un peu comme de l'activisme dans certains cas. Puis ça a une histoire un peu de contre-courant par rapport aux politiques populaires, disons. Les gens, on considère qu'ils vont prendre la drogue, peu importe si le contexte légal, social, culturel leur dit de faire autrement. On va faire un petit contexte historique. Donc, l'analyse de substances, ça existe depuis au moins les années 60, mais probablement avant ça, mais de ce qu'on connaît certainement depuis les années 60, ça a vraiment émergé dans des milieux festifs, dans un contexte par et pour. Donc, c'est des gens qui prenaient des substances dans différents contextes, puis ils voulaient être certains de savoir qu'est-ce qu'ils prenaient ou, disons, s'assurer d'un certain degré de sécurité pour eux et leurs pairs qui faisaient la même chose. Dans les années 90 et début 2000, disons, l'époque où est-ce que les raves sont devenus plus quelque chose qui existe, l'analyse a fait son apparition au Canada. Puis, c'est surtout dans l'utilisation de réactifs colorimétriques. Depuis 2010 et en montant, la prolifération du fentanyl dans le marché des opiacés a créé la nécessité d'un service de détection. Fast forward, en 2016, la crise des opioïdes est déclarée officiellement par la Colombie-Britannique. L'analyse de substances se manifeste alors en milieu communautaire. On a réellement un besoin émergent. C'est plus des questions de ne pas avoir le bon buzz avec la bonne pilule dans un rave. C'est vraiment quelque chose de gros qui se passe, qui est de ce jour la plus grosse et la plus longue crise publique, en tout cas en Colombie-Britannique, puis à travers le Canada aussi. En 2017, on a le premier spectromètre FTIR qui est utilisé au Canada. Ça donne naissance au modèle le plus utilisé aujourd'hui. L'analyse, je ne sais pas pour vous, Julie, mais en dessous, je ne vois pas tout le PowerPoint. C'est comme si le bas est coupé. Je ne sais pas si c'est ça pour quelqu'un d'autre. Le bas, non? Ah, Yeah. tu ne vois pas la dernière slide, c'est ça? Non, Le dernier? dernière ligne, mais bon, là, ça dit dans le fond excuse-moi. que l'analyse de substances, c'est vraiment en plein essor aujourd'hui, puis on en trouve presque partout au Canada sous une panoplie de modèles différents. Puis je vais laisser Julie faire un petit overview de tous les services qu'il y a au Canada en ce moment. Oui, on a eu la possibilité, on a eu un symposium sur l'analyse de substances en octobre dernier. Une centaine d'entre nous à travers le Canada se sont rencontrés à Vancouver. Et mon collègue du projet, Jared et Chloé et moi, depuis un bout, on travaillait sur avoir un mapping un peu de qu'est-ce qui se passe, puis les différents services. Donc, tous les services qu'on met ici ont donné leur OK pour être là. On n'a peut-être pas ajouté ceux qui nous ont dit. Vous allez voir que 2023, et il y en a qu'on le sait que ça s'en vient. Ils sont là, ils n'ont peut-être pas encore le service en place, mais si jamais il y a des gens qui sont en ligne qui veulent être sur ce mapping-là, vous serez le bienvenu. Mais on voit de 2018, pré-2018 à 2023. Donc, je vais y aller quand même rapidement. Vous allez voir que la Colombie-Britannique, c'est un des endroits où ça se passe en premier. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on le voit? Oui.
Je ne sais pas pourquoi, mais mon PowerPoint ne fonctionne pas super bien. Puis je pense qu'il y a beaucoup de... Ah. Donc, on voit que le Québec, en 2022-2023, c'est là que beaucoup de l'analyse de substances commence. Et on voit qu'on a à travers tout le pays beaucoup d'organismes communautaires, beaucoup d'organismes qui ont des sites de consommation supervisés. À travers ces organisations-là, ils font aussi de l'analyse de substances dans les milieux festifs. Ici, bien sûr, on n'a pas mis toutes les personnes qui utilisent tout ce qui est bandelettes de fentanyl ou de benzodiazépine ou de LSD ou le colorimétrique, seulement ceux qui utilisent des technologies. Puis je pense qu'Antoine va vous en parler un petit peu tantôt là, de différentes technologies qui sont beaucoup plus avancées. Donc, je vais finir. Je vais essayer de passer mon PowerPoint. Oups, je suis allée trop vite. Je vais recéder la parole à Antoine. Merci, Julie. Ouais, Est-ce que là, tu vois bien tout le PowerPoint? Ça a l'air de marcher. OK, parfait. Merci. Merci, hein, ça fait beaucoup de monde, ça, qui font de l'analyse de substances au Canada. C'est vraiment incroyable de voir l'essor de la pratique qui a été créée dans les dernières années. Une chose à dire, c'est que l'analyse de substances, c'est vraiment juste un pansement sur une grosse plaie ouverte qui est les méfaits de la guerre contre les drogues, puis les effets de la drogue qui n'est pas nécessairement qu'est-ce que devrait être pour les personnes qui la consomment et les personnes qui vivent avec les personnes qui la consomment. Malgré tout, l'analyse de substance, ça fournit un certain contrôle de qualité sur le marché, puis ça encourage la conversation et le dialogue, tant au niveau individuel et communautaire. C'est vraiment une occasion d'entrer en discussion sur l'utilisation de substances. Donc, il y a comme trois différents piliers d'analyse de substances qui ont été identifiés par le projet DREAD. Donc, en premier et avant tout, c'est vraiment un service de réduction des méfaits. C'est un service qui est anonyme, qui met les gens d'abord. C'est toujours considérer c'est quoi le bénéfice pour la personne qui utilise la drogue en premier. Puis après ça, ça a d'autres bénéfices, mais c'est vraiment ça qui est mis de l'avant. Donc, on travaille beaucoup dans l'idée de dissoudre le stigma par rapport à la consommation de substances. Puis, on essaie d'utiliser l'interaction comme un tremplin pour générer une conversation autour des substances elles-mêmes. Parce qu'on sait que dans un milieu de santé publique, c'est vraiment tabou de parler des substances, puis ça, c'est vraiment une belle occasion. C'est aussi un service technique. On utilise des technologies intéressantes, puis on obtient des résultats qui sont des faits sur les substances. Donc, c'est vraiment un service où est-ce qu'on peut dire c'est quoi qu'il y a dans la substance. Donc, ça, c'est le fun parce que c'est certain. C'est certain avec des nuances, comme on va voir plus tard. Puis, évidemment, c'est un service communautaire. Un service d'analyse de substances, ça ne fonctionne pas si ce n'est pas ancré au milieu d'une communauté puis relié avec plein d'autres services connexes. Donc, on va avoir des services d'analyse de substances dans des centres de consommation supervisés. On va avoir des services d'analyse de substances dans les pharmacies, comme Julie a mentionné. Il y a plein de modèles qui se peuvent, mais la plupart du temps, sont vraiment connectés avec les autres intervenants en société. Next slide, please, Julie. OK. Donc, il y a 3 objectifs principaux. On a la santé et sécurité publique, la porte d'entrée vers d'autres services de réduction des méfaits, puis observer les tendances en matière de drogue. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce qu'on va comme voir tous ces topics-là plus tard avec les conversations de tout le monde. Prochaine slide, s'il vous plaît. OK. Les technologies. Je voudrais juste dire que ce n'est pas l'objectif de la présentation d'aller en profondeur dans la technologie. On pourrait facilement passer 2h30 à parler de ça puis rien comprendre. Donc, le projet DREAD a classé les technologies en 3 catégories, de niveau 1 à 3. Puis c'est quand même un moyen utile pour aider à comprendre à quoi on a affaire quand on fournit de l'analyse de substances. Donc, on a le niveau 1 qui est peu coûteux, accessible, que probablement tout le monde connaît ici très bien.
Ou sinon, ben, tant mieux, vous en apprenez beaucoup aujourd'hui. Donc, c'est les bandelettes de fentanyl, les bandelettes de benzodiazépine, puis les bandelettes de LSD. Il y a aussi d'autres sortes de bandelettes qui ne sont pas vraiment utilisées au Canada, mais il y a des bandelettes de toutes sortes. Normalement, c'est des technologies qui ont été créées pour dépister dans l'urine l'usage de drogue, mais nous, on a comme flippé le script, puis on utilise ça au niveau plus préventif. Il y a aussi le niveau 2, l'usage plus général ici, c'est qu'est-ce qu'on reconnaît, l'instrument qui est là, c'est un spectromètre pour la spectroscopie infrarouge, FTIR en anglais, puis je vais continuer de l'appeler FTIR. Donc ça, on a un seuil de détection qui est relativement bas. C'est pas parfait pour les substances les plus actives, mais ça nous permet quand même de vraiment rapidement avoir une bonne idée de c'est quoi qu'il y a dans la substance. Ça nous permet de faire un peu de quantitatif, mais pas tout le temps. Mais au niveau rapidité, facilité d'utilisation, ça reste vraiment l'instrument qui est le plus utilisé au Canada dans les services d'analyse de substances qui vont au-delà des bandelettes. On a aussi le niveau 3, puis là, ça se corse. C'est des technologies qui sont généralement beaucoup plus dispendieuses, beaucoup plus difficiles d'utilisation. On parle ici de spectrométrie de masse, de résonance magnétique, nucléaire, de chromatographie, haute performance liquide, etc. On ne va pas vraiment parler beaucoup de ça aujourd'hui, mais c'est intéressant de savoir que ça existe parce que ça complète un petit peu les autres technologies. Tout ça pour dire que la technologie, même niveau 3, n'est jamais utilisée sans la technologie niveau 1. Donc, on utilise vraiment toutes les technologies pour les combiner puis obtenir un service intéressant. Okay. Je voudrais juste vite mentionner qu'il y a une autre technologie qu'il ne faut pas oublier. C'est que c'est un service pour les gens avant tout. Puis, l'analyse de substances utilise des moyens technologiquement avancés, mais au final, c'est des effets qui sont perçus par des humains puis des corps humains. Donc, c'est bien beau de tester des substances, mais en bout de compte, c'est des gens qui les consomment. Donc, ça, c'est vraiment important de se rappeler de ça dans l'analyse des substances. Next. Rapidement, je veux juste dire que quand quelqu'un accède à un service d'analyse de substances, ils vont être présentés avec un avis de non-responsabilité. Ça, ce n'est pas un avis légal, ce n'est pas un outil légal, mais c'est vraiment une synthèse de l'information nécessaire pour bien comprendre les résultats qui vont être acheminés. C'est toujours dans un contexte de réduction des méfaits. Donc, on va être sûr que les nuances nécessaires à l'explication des résultats vont être compris correctement par l'utilisateur. Donc, en gros, ça parle que toute consommation de substances comporte un risque inhérent, même si on confirme que ta cocaïne va être pratiquement juste de la cocaïne, c'est quand même une consommation de drogue. Donc, à ce moment-là, c'est là que le service d'analyse de substances devient intéressant parce qu'on se met à avoir des conversations à propos de l'utilisation de substances. Puis, une autre affaire que ça va dire, par exemple, c'est qu'on ne peut pas analyser toute la substance. On va utiliser juste une petite partie, puis malgré tous nos efforts d'homogénéiser l'échantillon, peut-être qu'on va manquer des parties. Right. Une petite introduction, parce qu'on va voir certains de ces modèles-là plus tard en détail. On a plusieurs modèles d'analyse de substances, puis même que ça serait pas correct de dire qu'on en a juste 5. On en a tellement plus que ça, puis la plupart ne sont même pas juste un de ceux-là, sont plusieurs ensemble. Mais pour les séparer un peu, puis faire ça plus clair, on a dans un milieu plus événementiel, donc souvent ça va être relié au festival. Ça, je vais en parler plus tard. On a aussi des sites fixes. On va avoir Jean-Philippe qui va en discuter. Moi, j'aime quand même ça l'ordinaire. C'est sûr que pour faire genre des gros travaux, genre. Puis, on a aussi des services mobiles où est-ce qu'on va se déplacer d'une manière ou d'une autre pour rencontrer les gens où ils sont. Geneviève va nous en parler plus tard aussi. On a des services hors site qui sont des échantillons transportés vers un site d'analyse. Ça, je vais couvrir ça un petit peu. Puis, on ne va pas vraiment couvrir le modèle postal, mais c'est aussi un autre modèle qui existe, par exemple, avec Get Your Drugs Tested à Vancouver, qui ont le plus gros volume d'analyse de substances au Canada. OK. Puis, je vais passer la parole à Julie Soleil maintenant.
Merci, Antoine, pour ça. Puis ici, on va y aller rapidement aussi. C'est juste pour vous donner un peu différentes considérations logistiques aussi avant de mettre en place un service d'analyse de substances. Il y a quand même plusieurs éléments de considération, de choses qu'on doit faire avant de pouvoir mettre en place ces services-là. Donc, bien sûr, il y a à couvrir tout ce qui est le financement, les lois spécifiques concernant l'analyse de substances dans la communauté, les lieux où le service sera offert. Donc, on va parler de plusieurs différents lieux et souvent, lorsqu'on veut faire une demande aussi ou une exemption au niveau de la loi, bien, il y a plusieurs choses qu'on doit faire en amont avant même de pouvoir avoir cette exemption-là. Des recherches sur les services d'analyse de substances pour envisager d'effectuer ou auxquels ils pourraient souhaiter collaborer. La recherche est super importante en lien avec les services d'analyse de substances. Il y a certains modèles, dont Toronto, Substance à l'Université de Victoria, qui ont des gros programmes avec la recherche qui sont combinés avec des chercheurs et tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a des choses qui se publient et ça nous aide aussi au niveau de la pratique et de la promouvoir euh, plus. Les ressources humaines aussi, qu'est-ce qu'on a besoin? Il y a des modèles où il y a une personne, il y en a qui ont des équipes et tout ça. Et bien sûr, il y a des collaborations. Donc, on va collaborer avec différents groupes, différents chercheurs, différents établissements, différents services, de faire connaître nos services aussi. Et tout ça, l'acquisition des technologies qui sont utilisées. Donc, je pense qu'Antoine vous en a parlé un peu, mais chaque technologie a ses coûts, a ses astuces, a sa formation aussi, et toutes les choses qu'on doit apprendre autour de ces technologies-là aussi. Et rarement, un site aura seulement une sorte de technologie. Plusieurs technologies seront utilisées, tout dépendant aussi des types de consommateurs ou des types de substances qu'on analyse. Des protocoles et des procédures à l'intention des techniciens et techniciennes et des utilisateurs de services et des plans pour la communication des résultats aux utilisateurs du service et à l'ensemble de la communauté. Puis ça, Antoine va l'aborder un peu dans la section un peu plus macro de la communication, comment on communique au niveau communautaire de la communauté. Puis Jean-Philippe et Geneviève vont parler plus du côté avec l'utilisateur, avec l'individu au niveau de la communication. Je vais céder la parole à Geneviève qui va nous parler un peu de qui utilise les services. Donc, les services d'analyse de substances, à qui ça s'adresse? Ben, ça s'adresse pas mal à tous en termes de, tu sais, on va aller vraiment vers les personnes qui utilisent des drogues. Tu sais, des personnes qui utilisent des drogues, en fait, si on pense à notre entourage, aux gens qu'on connaît, tout ça, tu sais, je pense qu'on peut tous penser à quelqu'un autour de nous qui, que ce soit de façon récréative ou de façon plus active, va consommer des drogues. Donc, on essaie vraiment d'aller cibler les gens qui consomment à la base. On va essayer aussi d'aller voir peut-être des personnes qui vont distribuer les drogues, on va parler de dealers ou autres, des personnes concernées. Ça peut arriver à certains moments qu'on va avoir, par exemple, des parents qui vont nous appeler parce qu'ils ont trouvé des substances dans la chambre de leurs enfants. Ça, on va probablement en reparler un petit peu plus tard, mais on va essayer, encore une fois, d'aller rejoindre la personne qui consomme et moins la tierce personne. Ça, c'est super important pour nous. On parle des messages qui viennent avec les résultats quand on fait de la vérification de substances. Bien, en fait, ça, c'est une des raisons. On veut pouvoir donner ces messages-là directement à la personne. Ça peut être les utilisateurs de services, les prestataires de services qui viennent dans nos locaux, qui peuvent avoir des questions. Puis ça peut arriver aussi à certains moments qu'on a d'autres services, là, autorités et autres, qui nous appellent. Nous, dans ce temps-là, ce qu'on nomme, c'est que c'est vraiment un service qui est anonyme, qui est confidentiel. C'est important que les gens qui viennent vérifier leurs substances se sentent en sécurité, sentent que quand ils viennent à bord, ben nous, c'est un autobus qu'on a à Laval, mais qui viennent à bord de l'autobus ou qui viennent dans les services de vérification de substances, ben, ils puissent le faire de façon vraiment qui se sentent en sécurité, qui puissent vraiment nous nommer ce qu'on va nous nommer, puis qu'on puisse faire des interventions en ce sens-là. Donc, c'est important pour nous de leur nommer, tu sais, que tu n'es pas obligé de me donner
toutes tes informations. Nous, dans le fond, on veut vraiment être capable de voir avec toi c'est quoi la substance, c'est quoi les risques qui sont associés. On va être capable d'avoir des discussions avec toi. Puis les cas où on va refuser, dans le fond, de donner ce service-là, ben ça serait des cas où justement, tu sais, une personne viendrait et que cette vérification de substance-là pourrait porter préjudice à une autre personne. On n'est pas là, dans le fond, pour que les gens subissent des contre-coups face à leur consommation. Antoine a bien nommé tantôt la prohibition. Dans le fond, c'est pas quelque chose qui est positif au niveau de la population. Fait que nous, on veut vraiment encourager à ce que les gens qui consomment le fassent de façon le plus sécuritaire possible, en toute connaissance de cause, qu'ils puissent avoir accès à des intervenants, avoir ces discussions-là avec une aise, une sécurité et que ce soit un safe space, en parenthèse, pour eux quand ils viennent à bord de notre autobus. C'est pour ça, si tu veux changer de slide, que, tu sais, une des choses qu'on fait en général, c'est que si on rencontre quelqu'un qu'on a vu dans la liste de substances, tu sais, que ce soit dans un festival, que ce soit dans un site fixe, que ce soit dans le mobile, peu importe, si on les croise dans la rue, on leur fera pas des gros halos parce que la confidentialité, elle reste toujours. À partir du moment où la personne rentre et sort de l'autobus, c'est terminé, on ne se souvient plus de rien et la personne, on va attendre qu'elle nous fasse un signe pour se souvenir qu'elle est venue à bord, sinon on oublie parce que justement, on veut que les gens se sentent le plus à l'aise possible. Fait qu'on fait comme si on connaissait pas pour préserver vraiment l'anonymat, la confidentialité des personnes qui utilisent nos services. Donc ici, il y a quelques exemples de services que vous pouvez voir. Il y a JP qui est en train d'analyser quelque chose à dopamine. En haut, si je me trompe pas, c'est un festival en Colombie-Britannique. Puis celui d'en bas, dans le fond, c'est dans notre autobus aux nomades, à quoi peut ressembler notre setup quand les personnes viennent s'asseoir. Donc, pour venir faire vérifier leur substance avant la consommation s'ils veulent. Je vais juste faire une petite rectification pour le festival. C'est Ichele Cabeza. C'est une organisation, pas de la Colombie-Britannique, mais de la Colombie, le pays, qui font d'accord. beaucoup de festivals et qui font de l'analyse de substances depuis fort longtemps aussi, et donc qui est un partenaire qui nous a partagé un peu leurs photos ici, juste pour voir un petit peu en lien avec un festival. Merci, Julie Geneviève. Soleil. Donc, je pense que c'est moi qui est. Oui. Donc là, on vient juste de voir un peu, hein, on a mis un peu la table au niveau de l'historique des technologies, de c'est quoi l'analyse, avec quoi on travaille, c'est quoi nos limites un peu, avec qui on travaille, pour qui on travaille. Et tout ça, et là, on va rentrer un peu plus dans certaines définitions au niveau de la transmission des résultats et des messages. Souvent, vous allez entendre messaging, peut-être qu'Antoine va le dire, c'est quelque chose qu'on dit au niveau anglophone, mais nous, on a le grand titre de transmission des résultats et des messages, donc ça se peut que vous m'entendiez faire un petit anglicisme ici, mais parce que c'est des fois moins long à dire dans ce sens-là. Une des choses au début, c'est de dire par rapport à ça, c'est que, tu sais, tantôt, je pense qu'Antoine l'a mentionné, tu sais, c'est des décisions, notre information, c'est pour que les gens prennent des décisions éclairées face à ça. Donc, par la conversation, par le dialogue, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on veut aller. Donc, peut-être que l'un des résultats les plus efficaces de l'analyse de substances, c'est qu'il génère une conversation qui renforce encore davantage la capacité des personnes à prendre des décisions éclairées concernant l'usage de substances. Puis ça, c'est au cœur. On parle beaucoup des technologies et toutes ces choses-là, mais ce lien-là et ce développement du lien de confiance qu'on va avoir et la conversation qu'on peut avoir, qui, comme je pense, on en a parlé ensemble et qu'on le vit aussi, que les conversations peuvent aller, oui, sur la substance, mais peut aller sur plein d'autres éléments aussi, que ça soit en lien avec les besoins de base, que ça soit en lien avec la santé mentale, que ça soit en lien avec une situation que la personne a pu vivre. Souvent, tout dépendant des contextes et tout dépendant du temps qu'on a, on a ce privilège-là d'avoir une belle conversation avec quelqu'un sur plusieurs éléments et
Jean-Philippe et Geneviève vont vous en parler un peu plus tantôt de qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Aussi, l'analyse de substances dépasse la simple procédure diagnostique pour devenir un véritable espace d'échange. Et ça, c'est vraiment important, c'est qu'il y a de l'échange et ce n'est pas nous qui essayons de donner des conseils puis d'imposer des choses, mais c'est vraiment un espace où on peut interagir et dialoguer ensemble. Ces interactions offrent l'opportunité de dialogues constructifs qui peuvent guider les personnes vers des décisions informées sur leur consommation. Et on souligne aussi l'importance d'un langage neutre, nuancé et sans jugement. Et je vais rentrer un peu plus en détail de qu'est-ce que ça veut dire, parce que souvent, on entend ça en réduction des méfaits, neutre, nuancé, sans jugement, mais qu'est-ce que ça veut réellement dire quand on le fait au quotidien? Et aussi la création d'une atmosphère, chaleureuse et invitante. Donc, Jean-Philippe va vous en parler un petit peu plus en détail de ça, de comment créer cet espace-là. Je pense que Geneviève le dit aussi, où les gens se sentent en sécurité ou confortables ou du moins capables de parler de choses qui ne sont pas légales et qui ont pu, qui peut avoir beaucoup de liens traumatisants autour de ça. Les objectifs un peu, là, puis là, je vais le dire entre parenthèses, du messaging, un peu, il y a 3 éléments importants, qu'on essaye au niveau, lorsqu'on parle ou lorsqu'on a des conversations. Et pour nous, les personnes qui donnent un peu cette information-là, c'est de comprendre. Il faut prendre conscience et être conscient du sujet en question. Et donc, on a à acquérir beaucoup de connaissances pour être capable d'informer, d'éduquer. Donc, les personnes qui font de l'analyse de substances, tantôt, je disais, oui, il y a les substances, de bien connaître les substances, mais il y a une panoplie d'autres choses qu'on doit aussi être sensible. Et si on n'est pas capable de répondre à ces besoins-là, mais il faut être capable aussi de transmettre ou de référer vers les bonnes personnes. Donc, on est toujours en formation continue, on est toujours en train de faire ça. Et on n'est vraiment pas ici d'essayer de convaincre les personnes à faire quelque chose. Beaucoup les exemples, je pense que lundi, on a eu une petite pratique, puis on a eu une belle conversation en lien avec, les substances dangereuses. Comment arriver à donner le plus d'informations possible à quelqu'un sans lui dire fais-les pas, fais pas ça, c'est super dangereux cette substance-là, hein, qu'on s'en est parlé un peu, puis il y a des éléments qui étaient sortis de ça que je trouvais bien intéressantes au niveau de ça, parce qu'on essaye, malheureusement, on n'est pas, heureusement, je dirais, on n'est pas là pour imposer quelque chose ou de convaincre quelque chose, mais on essaie de donner les outils le plus possible. Je pense, Geneviève, tu avais un super bel exemple par rapport à ça. Est-ce que tu t'en rappelles de notre conversation de lundi là-dessus un peu? Je suis un peu fiévreuse lundi, fait Oui, je sais. Ben, tu parlais, en lien avec les outils ou mettre, quand les gens consomment en dehors de vos services ou qu'est-ce qu'on peut faire pour que la personne Ouais. se sente bien ou que se sente au moins soutenue, mais... Oui, dans le Ouais. fond, l'exemple que j'avais donné, c'est une personne, en fait, qui n'avait pas consommé depuis un certain temps, qui était semi en sevrage, mais qui n'avait pas consommé depuis un certain temps. Puis, dans le fond, ben, ce qu'on avait offert à cette personne-là, c'était beaucoup plus de, que la personne ait consommé, mais qu'on allait vérifier dans 5 minutes, s'assurer que la personne allait être correcte, qu'elle ne tombe pas en surdose, parce qu'on sait quand une personne n'a pas consommé depuis un certain temps, les risques de surdose sont quand même augmentés. Les gens ont tendance à prendre la même dose qu'ils prenaient auparavant et tout. Donc, c'est quelque chose qui était vraiment important pour nous de garder un œil sur cette personne-là, puis lui offrir cette sécurité-là, même si dans le temps, on n'avait pas accès à un site de consommation supervisé à portée de main, là, comme ça. Fait que la personne reste toujours au centre de notre préoccupation, puis du pourquoi on offre ce service-là. Fait qu'on veut vraiment s'assurer qu'elle se sente importante, puis qu'elle voit l'importance qu'elle a à nos yeux. Merci, c'est un bon complément. Puis c'est vrai, c'est vraiment ça qu'on essaie de faire du mieux qu'on peut. Donc, comprendre, expliquer, hein, analyser, démontrer, décrire, illustrer les propriétés et les effets de la substance.
Donc, de parler des faits, des éléments par rapport à ça, tu sais. On essaie vraiment de donner des informations qui sont claires et objectives du mieux qu'on peut et de nos connaissances. Et c'est clair que si on connaît pas si on connaît pas la réponse, mais c'est d'aller voir quelqu'un d'autre ou du moins dire je ne le sais pas, tu sais, je vais m'informer davantage par rapport à ça. Et aussi clarifier, démystifier, simplifier les questions complexes. Ça, c'est quelque chose à laquelle pas tout le monde est au niveau du langage, au niveau de la compréhension. C'est des technologies des fois qui sont assez complexes, où les résultats et ces choses-là. Donc, jusqu'à où on donne de l'information et comment on le donne, tu sais, comment l'illustrer, comment donner des exemples un peu plus concrets, des choses comme ça. Je pense que ça, on l'a mentionné quand même un peu. L'approche, hein, c'est bien sûr le modèle de la réduction des méfaits qui est au cœur de ça. On adopte une position neutre à l'égard des comportements qui impliquent un élément de risque, tout en reconnaissant que des personnes adoptent ces comportements parce qu'elles peuvent en retirer du plaisir, un peu comme hein, si les gens veulent avoir une meilleure expérience par rapport à leur consommation, ben, ça peut aider à maximiser un peu cet élément-là. Puis garder à l'esprit qu'une conversation est un échange de connaissances à double sens entre la personne qui analyse la substance et la personne qui utilise le service. Et c'est exempt de tout ordre du jour préconçu. On n'a pas d'agenda. Quand la personne rentre, il n'y a pas d'agenda, il y a une conversation, il y a une personne devant nous et c'est là, ça devient dynamique et c'est ça qui se passe entre deux personnes et avec quelqu'un qui vient parce qu'il a besoin de quelque chose, il a besoin de parler de quelque chose. C'est pas à nous de tout. Il y a beaucoup d'écoute et beaucoup de ces éléments-là. Et ce n'est pas notre agenda à dire, OK, aujourd'hui, j'ai tant de personnes, je vais cocher, je vais imposer mes messages, je vais imposer mes affaires. Ce n'est pas du tout de cette manière-là qu'on le voit. Et là, je vais laisser mon collègue Jean-Philippe de parler un peu des espaces, de créer l'espace pour faire l'analyse, qui est très important dans le messaging et dans la transmission d'informations. Yes. Ben écoute, comme tu l'as bien dit, tu sais, l'analyse de substance, la transmission de messages, c'est une conversation. Puis pour que cette conversation-là, elle ait lieu, ben, ça prend de la confiance, ça prend un espace où on se sent à l'aise pour s'ouvrir sur notre consommation, ce qui est souvent extrêmement intime, lié à des pratiques qu'on est parfois honteux, gêné, qu'on a rarement mis des mots dessus devant quelqu'un qui fait pas partie de notre communauté nécessairement. Fait que pour accueillir cette personne-là, ça prend un espace où la personne se sent à l'aise, se sent respectée, reconnue aussi dans son savoir sur sa propre consommation, sur son vécu. Il faut valider ce que les gens nous nomment. S'il y a beaucoup d'informations dans ce que les gens vont pouvoir nous nommer sur leur consommation, sur comment ils se sentent. Fait que, dans l'idée de créer un espace plus inclusif, mais c'est un espace qui se veut chaleureux, qui se veut pas nécessairement un espace où on vient consulter une autorité, on va essayer d'abaisser un peu la hiérarchie de l'intervention, puis de parler sur un même niveau. On arrive chacun d'un côté de la table avec des expertises, que ce soit au niveau de l'analyse, que ce soit au niveau de sa propre consommation. Il faut se trouver un juste milieu pour avoir la conversation autour de ça. Fait que avant même d'avoir la conversation, c'est à travers l'ambiance qu'on crée, qui se veut chaleureuse, qui se veut accueillante, qu'on va pouvoir commencer tout ça. Donc, pour créer une ambiance conviviale, c'est important de réfléchir aux besoins, aux enjeux des personnes qui fréquentent vos ressources et qui vont fréquenter les services d'analyse et adapter l'ambiance aux enjeux spécifiques. C'est sûr qu'on va vous parler plus de thèmes d'inclusivité plus larges, mais je vous invite à réfléchir à des manières de rejoindre vos populations directement. Tu sais, à dopamine, par exemple, une des manières, on a beaucoup de travailleurs du sexe qui fréquentent l'organisme. Une des manières de les accueillir et qui se sentent bien, c'est d'avoir un espace de maquillage dans l'organisme avec un miroir, un espace plus tranquille où est-ce qu'elles peuvent prendre soin d'elles.
Puis c'est pas quelque chose qui vient jouer au niveau de notre intervention, au niveau de l'analyse, mais qui joue énormément au sentiment d'accueil, puis comment les gens vont se sentir plus à l'aise de se déposer dans l'espace ensuite. Pour créer une atmosphère conviviale, particulièrement avec un service d'analyse où est-ce qu'on a souvent un analyste qui est derrière un ordinateur, derrière une machine. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir un accès à l'intervenant, avoir la possibilité d'avoir une écoute active, une confidentialité nommée. Donc, pour moi, comment ça se traduit à dopamine, c'est que l'analyste soit pas justement derrière un ordinateur, soit pas avec une distance, mais que l'analyste soit présent dans les différents espaces, les différentes sphères de l'organisme, que tu puisses autant jouer une game de cartes que d'aller fumer avec la personne ou l'accompagner dans une salle de consommation quand il n'y a pas d'analyse qui est en train de se faire pour pouvoir justement créer un sentiment de confiance, un lien qui va faire en sorte aussi qu'on l'analyse, la discussion autour de l'analyse va sortir juste du local d'analyse, puis va être présente dans tous les espaces de l'organisation. Ensuite de ça, ça prend un espace qui répond aux sensibilités nécessaires pour les personnes, fait que ce soit des sensibilités culturelles, que ce soit des questions de genre, que ce soit une sensibilité face à l'état de la personne, fait que quelqu'un arrive en consommation ne se sente pas jugé ou que quelqu'un qui, au niveau de sa santé mentale, a des enjeux qui peuvent déranger parfois dans d'autres espaces, mais se sentent bien accueillis dans l'espace qu'on tente de construire. Une belle manière aussi d'adapter un espace pour le rendre inclusif, c'est de travailler à ce qu'il y ait des possibilités d'implication dans l'espace pour les gens, que ce soit à travers du bénévolat, des implications rémunérées, mais aussi dans l'organisation même de l'espace, la décoration de l'espace, comment les gens peuvent se sentir bien. C'est souvent en y participant. Ensuite de ça, l'espace, ben, c'est sûr qu'on peut l'habiter aussi en mettant des aides visuelles sur les substances, sur les projets de réduction des méfaits que votre organisme promouvoit. Mais c'est sûr qu'il faut faire attention à ne pas surcharger non plus d'informations l'espace. Je pense qu'il faut trouver une balance parce que on est capable d'être accueillant et informatif. Donc, je vous laisse réfléchir là-dessus. Souvent, une belle manière aussi de faire sentir que les gens sont reconnus et accueillis, c'est de nommer les luttes aussi et que l'espace devienne aussi un espace de mobilisation sur les enjeux qu'ils peuvent vivre, que ce soit au niveau de la criminalisation des drogues, des personnes qui consomment, la criminalisation du VIH. Fait que, on est sur des enjeux plus larges, mais qui concernent les gens qui vont venir utiliser nos services. Le sentiment d'appartenance, l'espace de mobilisation. Bon, désolé, je vous lis un peu ce que je m'étais noté. C'est important aussi que dans cet espace-là, ce soit un espace qui est volontaire, qu'on puisse nommer nos services, mais qu'il n'y a pas de pression à l'utilisation d'un service. On peut fortement suggérer quand on est inquiet face à une substance, face à une consommation, mais c'est toujours la personne qui a la décision sur qu'est-ce qu'il souhaite utiliser ou non comme service. C'est aussi pour ça que développer un lien à travers cet espace-là, à travers la relation qu'on construit, ça donne un poids aussi à quand on conseille la personne, puis ça va donner une écoute à ce qu'on va nommer, parce que les gens savent qu'on les connaisse dans leur ensemble aussi, pas juste à travers leur substance, puis ils nous font confiance. Passer à la prochaine slide. Un espace qui se veut inclusif, c'est aussi un espace qui doit se remettre en question. Tu sais, je pense que les règles qu'on établit dans des espaces, les enjeux qu'on y voit, ben, c'est des enjeux qui sont fixes dans le temps. C'est pas parce qu'on a décidé d'une règle ou d'une manière de travailler à une certaine époque que cette règle-là va toujours s'appliquer. Fait qu'il faut toujours être en mesure de se re-questionner. Une manière de se re-questionner, c'est d'avoir des retours d'informations des gens qui viennent utiliser cet espace-là. Fait que d'avoir, mettre en place des moyens pour que les gens puissent nous informer sur comment ils se sentent dans l'endroit, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, comment ils pourraient se sentir mieux. Se re-questionner aussi sur nos manières de faire, c'est aussi se re-questionner sur nos savoirs, puis se maintenir à jour, essayer de toujours rechercher
à connaître mieux, savoir plus, pour pouvoir mieux accompagner la personne. L'idée, c'est vraiment de mettre la personne au centre de ce qu'on fait, pas la substance, nécessairement. C'est sûr qu'il y a un espace pour la substance, là, mais on travaille avec l'humain avant de travailler avec ce qui est sur la table. Tu peux passer peut-être à la prochaine slide. Donc, on C'est à va mon continuer. tour? C'est à Oui, ton c'est tour. ça, sur les terminologies. Oui. C'est ça, hein? C'est à moi? Oui, Oui, excusez. c'était ta l'aise. Tadada! Ça arrive des fois. Bon, et ça sera enregistré en plus. Bon. Oui, donc là, tantôt, je vous ai un peu parlé qu'on va passer à travers quelques concepts et terminologies et par la suite, ça va nous aider aussi au niveau de notre travail, puis comment on applique un peu, puis comment on parle de certaines choses. Puis on le sait que le domaine il évolue tout le temps, et pas juste le domaine de l'analyse, mais la réduction des méfaits et toutes sortes d'enjeux sociaux et tout ça. Et donc, il faut toujours s'adapter, il faut toujours se mettre à jour, il faut toujours voir que la terminologie peut changer continuellement, tu sais. Et donc, il faut être à jour, il faut prendre le temps de tout ça, et c'est pas toujours évident, mais en même temps, c'est le langage dans notre domaine qui change beaucoup. Donc, au niveau de la terminologie, un des premiers éléments, tu sais, c'est que comme intervenant ou comme quelqu'un qui analyse les substances, on a souvent à développer et à donner de l'information et à transmettre l'information à d'autres. Et souvent, ben, il faut réfléchir aussi à l'information qu'on a, comment on l'a dit, et il faut se questionner aussi par rapport à certains éléments qui peuvent circuler. Et des fois, les gens nous posent des questions sur des éléments, sur des choses qui circulent ou de l'information ou des mythes ou toutes sortes d'informations qu'on peut avoir par les médias, que ce soit les médias sociaux, mais ça peut être aussi dans des films, ça peut être dans des endroits, ça peut être entre les personnes aussi, et tout ça. Et donc, il y a beaucoup d'informations. Et donc, comme intervenant, on doit un peu développer ce côté-là et d'aller voir un peu, d'aller s'informer davantage sur qu'est-ce qu'on transmet et qu'est-ce qu'on ne transmet pas. Et ici, on trouve des fois, on a à analyser et de voir d'où vient cette information-là. Et comment cette information-là elle a vu le jour aussi, et pourquoi les gens y croient aussi à un moment donné. Il y a un effet aussi que les gens croient que c'est ça qui se passe. Souvent, on va avoir des gens qui vont arriver avec une substance, vont croire que la substance n'est pas celle qu'elle est, puis tout ça. Donc, il y a quand même des conversations où pensent qu'il y a quelque chose de coupé là-dedans ou des éléments là-dessus. Donc, c'est important à développer un peu ce côté-là. Il y a toutes les informations nuancées, hein, comprendre et communiquer les subtilités et les variations de l'usage de substances, des effets et des stratégies de réduction des méfaits. Il s'agit de reconnaître que des déclarations larges et généralisées peuvent ne pas saisir pleinement les réalités des expériences individuelles ou la nature multifacette des substances. Donc, tu sais, quand je disais au début, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses qu'on doit savoir, mais aussi en même temps, il faut savoir comment la transmettre, comment parler de ça pour que l'autre personne aussi qui est là comprenne bien qu'est-ce qu'on est en train de dire. Et c'est pas toujours évident. Et pas tout le monde non plus a le même, le même niveau au niveau de l'éducation, au niveau de langage, au niveau de ces choses-là. Donc, il faut vraiment être capable de trouver notre façon de parler de ces éléments-là. Et on a souvent des messages clés que tout le monde connaît, qu'on utilise beaucoup en analyse de substances. On entend souvent aussi au niveau d'un langage plus neutre, hein, donc les principes pour un langage respectueux. Il y a certains éléments aussi, lorsqu'on est avec les gens, si on veut être des endroits inclusifs et tout ça, on a aussi un travail à faire en lien avec les mots, avec le langage que nous utilisons. Donc, les mots comptent. Choisissez vos mots avec soin pour éviter de causer du tort involontaire ou de la stigmatisation. Donc, il faut réfléchir à nos mots, à comment on parle de certains éléments.
Évolution du langage, rester à jour concernant la terminologie respectueuse et acceptée, hein. Et quand on ne le sait pas, puis quand on se rend compte qu'on dit quelque chose, ben, on peut juste dire ah, désolé, je ne le savais pas, ou je n'étais pas au courant, ou je vais faire un effort, puis je vais faire, tu sais, pour changer ces éléments-là. Donc, cette possibilité-là existe toujours. État d'esprit est important. Aborder les conversations avec un état d'esprit ouvert et non jugeant. Langage centré sur la personne, hein, on en parle depuis tantôt, c'est vraiment donner la priorité à l'individu plutôt qu'à sa consommation de substances aussi souvent, hein. Je pense qu'on le dit depuis le début, mais je pense que c'est bien important. Donc, par exemple, personnes qui utilisent des substances au lieu de toxicomanes ou de délinquants ou de ci ou de ça ou de junkies ou toutes sortes d'autres terminologies qu'on peut utiliser. L'inclusivité, il y a quelqu'un qui a son son d'allumé. Excusez, je vais désactiver. Inclusivité, soyez inclusif tant dans le langage que dans l'approche aussi, hein. Tu sais, on se rend compte beaucoup que c'est pas toujours évident dans nos services, puis peut-être que, tu sais, Geneviève, Antoine ou Jean-Philippe, mais on le voit dans certains milieux qu'il y a certaines personnes qu'on rejoint moins, tu sais, dans nos services, que ce soit les femmes, que ce soit les personnes des Premières Nations, par exemple, ou les personnes plus, tu sais, de d'autres communautés culturelles, ou ces éléments-là, ou les services, des fois, à la communauté LGBTQ+, aussi, ou d'autres communautés, des fois, c'est pas évident pour eux de venir, parce qu'ils sont souvent les plus marginalisés. Plus tu es marginalisé, plus tu es criminalisé, plus tu as des impacts de ta consommation, moins tu vas venir vers les services, plus difficile de venir vers ces services-là. Et on le remarque, hein, autant au milieu festif que dans la communauté, qu'il y a certaines populations où c'est plus difficile d'avoir ces services-là. Spécificité et esprit critique, soyez précis dans votre langage et analysez de manière critique vos propres biais. Faire attention aussi, qu'est-ce qu'on croit des fois, ou si des fois nous sommes nous-mêmes des personnes avec un certain savoir de consommation ou des choses comme ça. Il faut faire attention aussi de ne pas, tu sais, transmettre des fois des connaissances qui sont nos propres expériences des fois, ou comment on le fait, ça, faut quand même y avoir réfléchi et comment on le fait d'une manière qui garde le respect et que c'est plus spécifique au niveau de ça. Communication non jugeante. Cela implique d'utiliser un langage et un ton qui véhiculent soin et compassion plutôt que jugement. Cela signifie éviter les suppositions sur les caractères d'une personne, comprendre la complexité de leurs expériences de vie et faire preuve d'empathie. Et vraiment d'essayer d'éviter d'utiliser les mots comme propre, fou, sale, mauvais ou bon lors de discussions sur la consommation de substances. Ces termes-là peuvent être stigmatisants et jugeants. Des fois, on répète des mots qu'on ne se rend même pas compte que c'est ça. Donc, il faut réfléchir, dire ah, peut-être que ce mot-là, je devrais arrêter de le dire parce qu'il il fait revivre des émotions qui ne sont pas nécessairement très bonnes pour la personne, ou se faire sentir, ou il ne retournera pas au service parce qu'il ne s'est pas senti accueilli dans ce sens-là. Et le dernier aspect aussi au niveau de la transmission des résultats et des messages qui est important aussi, c'est qu'on fait le transfert des connaissances beaucoup. On va prendre des concepts quand même assez difficile pour essayer d'expliquer des fois à des personnes, tu sais, par exemple, les tests de bandelettes, mais on va peut-être faire le lien avec le test de grossesse pour expliquer un peu les affaires, que ça soit, par exemple, l'épipène avec le naloxone. Tu sais, des fois, c'est juste des petits éléments pour bien expliquer quelque chose pour que les gens y ont un référent de quelque chose d'autre et de les aider. Donc, au niveau des transferts, tu sais, la simplicité, simplifier les termes techniques et les concepts en un langage facile à comprendre. Pertinence, assurer que l'information est directe,
strictement applicable aux expériences et besoins de l'auditoire. Donc, si ce n'est pas pertinent, pourquoi donner quelles informations qu'on va transmettre? Engagement, utiliser des métaphores, des analogies, des exemples relatifs pour expliquer des idées complexes. Puis accessibilité, garantir que l'information est facile d'accès et compréhensible pour un large éventail de personnes, indépendamment de leur niveau d'éducation et de leur familiarité avec le sujet. Parce qu'on se rend compte qu'on a tout plein de différentes personnes qui utilisent des substances et qui ont des niveaux de langage et de compréhension très différents. Et donc, il faut s'adapter à cela. Et donc là, je vais transférer à Geneviève et Jean-Philippe qui vont vous parler un peu plus là, dans le pratico-pratique, un peu du modèle de communication à l'individu. Donc, OK. Dans le fond, dans des mots qu'on va utiliser dans l'analyse de substances ou dans la vérification de substances, ce qu'on ne veut pas faire, c'est vraiment une garantie en termes de, on va nommer par exemple ce qui est détecté. C'est pour ça que quand on parle de mots interdits, par exemple, on ne va pas dire ta substance est pure. On ne peut jamais garantir qu'une substance est pure. Puis, on ne veut pas non plus justement créer de faux sentiments de sécurité ou d'avoir à... mettons, c'est vraiment ce sentiment de sécurité-là, là, il peut devenir vraiment dangereux pour la sécurité de la personne qui va se dire, bon, ben c'est cool, j'ai juste de la coke, fait que c'est bon, je peux en prendre. Tantôt, Antoine parlait justement du fait que des fois, on a juste la substance, mais la substance en soi peut aussi induire certains risques et tout, fait que c'est important de garder ça en tête. Nos instruments ne permettent pas de toute manière d'assurer une pureté ou de quantifier assez bien pour dire qu'on a quelque chose de qualité. C'est vraiment des termes qu'on veut éviter. Au même sens qu'on évite les jugements avec les personnes, on va éviter les jugements sur les substances. On n'a absolument pas les outils pour nous permettre de nommer ça. Fait qu'on va essayer d'y aller avec les faits. Il n'y a pas de bonne, mauvaise substance. Il y a des substances qui ont des risques associés. Ils ont des couples avec des risques aussi. On va essayer de développer ça avec les personnes. L'exemple qu'on donne souvent pour démontrer ça, dans le fond, les mots qui sont moins, qui vont moins être utilisés, puis pourquoi on n'utilise pas ces mots-là, c'est l'exemple du biscuit avec la pépite de chocolat à l'intérieur. C'est que quand on fait une vérification de substance, le spectromètre a une marge d'erreur de 5 par exemple. Ben, si dans mon biscuit au chocolat, j'ai juste une petite pépite de chocolat, la chance que je l'ai sur mon spectromètre est plutôt mince. Fait qu'à partir de là, c'est pour ça qu'on ne va pas rien garantir et qu'on va plutôt nommer ce qu'on a détecté, que ce soit avec le spectromètre ou que ce soit avec les bandelettes qui vont nous dire, tu sais, oui, non, mais on nomme toujours cette marge d'erreur-là en termes de pour être capable d'avoir ces discussions-là avec la personne, de pouvoir parler de certains produits de couple. Souvent, dans la cocaïne, par exemple, on va parler du Levansol. Le Levansol, même si on ne le détecte pas nécessairement, ben, des fois, ça peut être des discussions qu'on va ouvrir avec la personne parce qu'on voit que la personne nous nomme qu'elle a des plaies ou autre. Fait que c'est pour ça que pour nous, c'est super important de rester neutre dans la façon dont on nomme nos résultats et que ce soit clair et concis pour la personne pour qu'elle puisse comprendre. C'est quelque chose aussi qui peut souvent être travaillé même avant le résultat, fait que de demander aux gens c'est quoi leurs attentes en venant faire l'analyse. S'ils veulent avoir la certification qu'ils ont un produit de qualité, ben, ils ne sont pas dans le bon endroit. On va réévaluer avec eux qu'est-ce qu'on peut offrir comme service, puis quelles informations ils peuvent sortir de l'analyse. C'est correct aussi de nommer, oui, les limites de la machine, mais les limites de notre savoir aussi, puis de nos technologies. Il y a des possibilités aussi qu'on se retrouve devant des substances qui sont hors de nos bibliothèques ou qui ne sont pas bien répertoriées, qui n'ont pas un match clair. Ça se peut qu'on finisse avec autant de questionnements, voire plus qu'avant l'analyse. C'est correct d'assumer aussi qu'on a des limites là, comme analyste.
Puis comme c'est marqué, les adverbes, adjectifs, ça rend pas que les mots sont plus appropriés. De dire que c'est presque propre, ça a l'air pas mal parfait, tout ça, là, on va essayer d'éviter ce langage-là parce que les gens, quand ils sont pressés de recevoir un résultat, ils retiennent parfait et propre. Fait on induit les gens en erreur en ayant ce vocabulaire-là. Fait que c'est important vraiment d'être clair dans notre transmission de résultats avec la personne, puis s'assurer qu'elle a compris ce qu'on lui a nommé, pour pas juste retenir les petites parties qui sont peut-être plus subjectives. Je pense qu'on peut passer à la prochaine slide. Comme tu l'as nommé tantôt, chaque fois qu'il y a seulement une substance qui a été détectée au niveau du spectromètre et qu'on n'a pas d'autres éléments additionnels d'information avec les bandelettes, ça ne veut pas dire que c'est une substance qui est plus sécuritaire en soi. On sait qu'il n'y a pas d'autres coupes qui ont été détectées. Par contre, chaque substance a un risque potentiel. C'est intéressant après ça d'ouvrir avec la personne sur une jase plus complexe sur comment ils vont le consommer, en quel dosage, est-ce qu'ils ont consommé autre chose aujourd'hui, incluant des médicaments, ou est-ce qu'ils ont mangé, dormi. Fait qu'on va essayer de s'attarder un peu plus sur les facteurs de risque associés à ce qu'ils vont consommer, comment ils vont le consommer. Puis il y a la loi de l'effet aussi qui vient beaucoup jouer dans toute cette consommation-là parce que souvent les gens vont nous demander c'est quoi la dose sécuritaire que je peux prendre, ou tu sais, la dernière fois, ça fait 2 fois que je prends cette substance-là, j'ai pas filé de la même façon sur XY substance. Quand on parle de la loi de l'effet, c'est en fait 3 aspects qui vont jouer sur le dans le fond, le buzz de la personne, là, si je peux le dire comme ça. Il y a la substance, fait que, la catégorie de substance qui va être utilisée. Il y a 3 catégories et plusieurs autres sous-catégories. Le temps d'action, tout ça. Est-ce qu'il y a eu des mélanges dans les substances? Est-ce que, comme JP disait, si la personne a pris des médicaments auparavant, des fois, les gens ne prennent pas ça en considération quand ils prennent une substance. Ça peut jouer sur l'effet que la personne va avoir. Le contexte aussi dans lequel la personne va consommer. Est-ce que la personne est présentement dans un rave où il y a plein de lumière, elle a consommé un stimulant, puis tout ça, puis il y a plein de choses qui se passent autour d'elle, ou si elle est chez eux tout seul, puis elle écoute un film d'horreur, qu'est-ce qui se passe présentement dans son contexte. Puis il y a l'individu en soi, le poids, la santé mentale, comment on se sent aujourd'hui, tout ça. Tout ça va influer sur l'effet que la personne va avoir par rapport à sa substance. Puis c'est pour ça que des fois, les gens vont consommer une substance puis vont se sentir vraiment bien et vont consommer la même substance, mais dans un contexte autre où la personne n'a pas mangé ou autre, et ça va vraiment influer de façon complètement différente. Fait que ça, c'est beaucoup des discussions qu'on va avoir avec les gens parce que des fois, c'est des petits détails qu'on va dire, mais qui ne sont pas anodins en bout de ligne dans le résultat de la consommation. Je rajouterais peut-être juste que des fois, ça peut être intéressant aussi de confronter un peu les idées préconçues sur combien de coupes il y a dans des substances, ou les gens, des fois, ont un imaginaire de ce que c'est le marché de la dope. Fait que des fois, ça peut être intéressant de juste faire référence aussi à qu'est-ce qu'on est habitué de voir, nous, comme analystes, ou les résultats passés des derniers mois. Plus en termes de... Ça m'arrive souvent d'entendre des termes un peu banalisants sur la coupe, tu sais. Tu as trouvé juste 3 autres coupes dans ma cocaïne. Ça peut être banal, mais pourtant, c'est rare qu'on trouve autant de produits de coupe dans une même substance pour la cocaïne dans les derniers mois. Fait que, on peut essayer de confronter un peu les idées préconçues puis essayer d'informer autour de ça. Est-ce que ces produits-là sont exceptionnellement risqués? Pas nécessairement, mais l'addition de tous ces produits-là, ça peut devenir inquiétant. Si c'est quelque chose que tu consommes fréquemment au quotidien, peut-être qu'on peut élaborer sur les risques potentiels à plus long terme aussi, là. Autre slide.
Le, le résultat est la cocaïne et vous ne voyez rien d'autre. Je vois pas le restant de la slide, Julie. Tu la vois-tu, toi? Oui, oui. Donc, on vient de faire une analyse, on a juste trouvé de la cocaïne. Ça serait quoi une belle manière de le nommer parmi ces choix de réponse-là? On a juste vu de la cocaïne, donc A, votre cocaïne est pure. B, il n'y a pas de fentanyl, donc c'est sans danger. C, ça ressemble à de la cocaïne sans coupure détectée. D, on fait un thumbs up, un gros pouce levé, ça ressemble à de la cocaïne de haute qualité. Si vous avez bien écouté, on fera pas un grand débat, là, mais l'idée, c'est de ne pas donner un sentiment de sécurité qui est faux, parce qu'on a une limite à ce qu'on est capable de détecter. C'est pas non plus d'assumer que les autres substances que le fentanyl n'ont pas de danger ou que notre substance est pure ici. Donc, on irait avec le C. Voilà. Donc, la réponse est Comme C. ça. La réponse est C. Ouais, non, pas de thumbs up. Mais vraiment, c'est pour ça qu'on parle de ce qu'on détecte. Fait que dans la réponse C, c'est vraiment clair que ça ressemble à de la cocaïne sans coupure détectée. Puis par la suite, on peut faire, on peut avoir des discussions en lien avec ça avec la personne. Donc, comme on l'a nommé à plusieurs reprises là, durant la présentation, c'est sûr que notre analyse qu'on va fournir à la personne, c'est une analyse qui est partielle, qui est non complète. On a des outils qui sont rapides, qui ont une certaine précision, mais qui ont toujours un angle mort de choses qu'on ne peut pas détecter parce qu'ils sont en trop peu de quantité ou encore qui ne sont pas dans nos bibliothèques de substances. Fait que c'est de faire attention à comment on va le nommer parce qu'il n'y a pas de sécurité 100%. On ne peut pas donner un saut de garantie sur aucune de nos analyses. Là. Il y a toujours un risque. Quand on a une inquiétude, puis souvent les inquiétudes vont venir un peu de ce que les gens vont nous nommer. Fait que, ça peut nous arriver quelqu'un qui consomme depuis longtemps, dit hey, je me suis jamais aussi mal senti qu'en ayant fait cette dope-là. Au niveau de notre analyse, on ne voit pas rien de particulier. Ça peut être intéressant de, oui, regarder au niveau de la loi de l'effet, mais peut-être aussi même d'envoyer ces échantillons-là en analyse confirmatoire. Fait que si vous êtes des groupes qui développent des projets d'analyse, soit vous en avez déjà entendu parler, soit je vous encourage fortement à regarder pour prendre contact avec Santé Canada qui ont accès à des outils plus poussés qui peuvent justement, avec un spectromètre de masse, là, aller voir jusqu'à moins d'1% des produits disponibles, présents dans l'échantillon envoyé et quantifier aussi les produits trouvés. Donc, quand on fait de la vérification de substances, JP l'a un peu nommé là, quand il parlait de l'accueil et tout ça. C'est important de rester respectueux envers les gens qui se présentent. Souvent, les gens sont durs déjà avec eux-mêmes. Puis, ça prend du temps des fois pour venir juste mettre le pied dans un service comme ça. Fait que, d'être respectueux, d'être accueillant, c'est super important. C'est important d'être aussi à l'écoute de ce que les personnes savent. Eux autres savent comment ils se sont sentis. Des fois, ça fait quand même un certain temps qu'ils consomment une substance. Fait que c'est important de voir avec eux qu'est-ce qu'ils savent, c'est quoi leur questionnement, tout ça. Puis après ça, de répondre avec des informations qui sont précises. Puis de ne pas avoir peur de dire qu'on ne le sait pas. JP tantôt le nommait, des fois, il y a des substances qui vont sortir avec des noms longs de même. Puis on ne sait pas c'est quoi, il faut qu'on fasse plus de recherches, tout ça. C'est important de dire, ben ça, je ne sais pas, je vais aller faire plus de recherches, je vais m'informer par rapport à ça. Je ne sais pas si tu veux continuer, JP. Oui, écoutez, c'est possible d'aider aussi la personne à s'informer, soit avec des choses qu'on a déjà sur place, mais si encore là, on vient d'avoir une réponse de je sais pas ou j'ai pas assez suffisamment d'informations disponibles là, on peut encourager fortement les gens à revenir, on peut essayer de trouver avec eux, leur fournir des documents afin de mieux s'informer, mieux consommer leurs substances après. C'est important de faire de l'endroit un espace sécurisant.
On veut un lien de confiance, on veut que les gens soient à l'aise de s'ouvrir sur leur consommation, sur leurs pratiques associées à leur consommation. Fait que ça prend un endroit confidentiel où est-ce qu'ils se sentent à l'aise, où est-ce qu'ils peuvent se déposer, prendre le temps avec la personne. C'est important d'informer les personnes sur l'élimination sécuritaire de leurs déchets aussi, donc évidemment tout le matériel de consommation, mais aussi leurs substances. On peut, dans certains cas, détruire sur place aussi si la personne ne souhaite pas conserver leurs substances. Ensuite de ça, je te laisse continuer, Geneviève. Comprendre que les gens sont des Un comprendre calendrier. tu sais, tantôt, je le nommais un peu, tu sais, les gens sont eux-mêmes des experts, tu sais. Nous, en tant qu'analystes ou même intervenants en réduction des méfaits, on a appris beaucoup des gens qui viennent dans nos services. Il y a une base qui, tu sais, c'est vraiment un partage d'informations. JP le nommait tantôt, tu sais, on essaie de se mettre beaucoup au même niveau pour être capable d'avoir ces discussions-là. Fait que de pouvoir avoir ce partage-là, c'est vraiment, vraiment super important que eux aussi soient en position d'experts dans cette communication-là. Communiquer les limites de la technologie, ça, c'est vraiment par rapport aux attentes que les gens peuvent avoir. Il faut vraiment être clair par rapport à ça, parce que les gens, des fois, ils arrivent puis ils veulent vraiment avoir découpé en pourcentage exact de ce qu'ils ont dans leur substance, fait qu'on leur nomme qu'on ne peut pas faire ça nécessairement. Il y a faire appel à d'autres. Nous, dans le Nomade, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Dans le fond, c'est qu'on va travailler en équipe. Puis, des fois, on va aussi faire contre-vérifier nos résultats avec d'autres groupes d'analyse. On travaille à deux parce que, justement, des fois, les résultats sont pas nécessairement simples à vérifier. On s'entend que c'est des lignes, que c'est qu'il faut qu'on aille essayer de voir les pics et tout. Fait que quand on a notre collègue en arrière de nous qui peut venir contre-vérifier, puis avoir des discussions aussi avec la personne en même temps, c'est super important d'avoir de l'aide, que ce soit de nos collègues directs ou de d'autres groupes d'analyse de substances, avec l'accord évidemment de la personne qui fait vérifier sa substance. Fait que tout ça permet d'avoir des réponses plus claires et d'aiguiller un petit peu plus la personne en lien avec ça. De ne pas travailler seul, là, pour moi, c'est vraiment une base là, dans ce travail-là. Je rajouterais peut-être aussi sur le travail d'équipe que souvent, l'analyse de substances, c'est un service supplémentaire à des organismes de réduction des méfaits déjà établis. Je pense que c'est une force que ce soit un outil supplémentaire parce qu'on on se retrouve souvent avec des inquiétudes quand on termine une analyse, quand la personne fait des choix au niveau de sa consommation qui a un potentiel de risque, d'avoir des espaces sécurisants où est-ce que la personne peut consommer sur place ou peut être accompagnée dans ce qu'elle va consommer dans une communauté autour des espaces du quartier, ça peut être aussi quelque chose de hyper sécurisant et pour l'analyste et pour la personne qui utilise le service. Je pense que c'est intéressant de développer des projets d'analyse proches des autres organismes de la communauté et des autres services de réduction des méfaits. J'en profiterai pour glisser un mot sur les différents modèles. Tantôt, on parlait qu'il existe différents modèles d'analyse. Moi, ici, à Dopamine, je travaille dans un site fixe où est-ce qu'on a la chance d'avoir une salle de consommation. Parce que, dans le fond, à partir du... Oui. Je pense que ça avait gelé. Ah, OK. Dans le fond, non, dans le fond, ce que je nommais, c'est juste que c'est ce que tu disais, c'est super important parce en bout de ligne, nous, on a un service d'inhalation et d'injection aussi qui est lié à notre service. Puis des fois, les gens viennent juste faire vérifier leur substance pour finalement décider de consommer dans l'autobus parce que ils voient ce qui ressort dans la vérification de substance, puis qu'à partir de là, ils se disent, ça serait peut-être plus sécuritaire pour moi d'être présent. Fait que, dans nos messages de prévention, de ne pas consommer seul et tout, on peut aller un petit peu plus loin avec ça. Là. Fait que, en effet, d'être avec des groupes en réduction des méfaits qui sont déjà établis ou d'avoir déjà des services dans notre organisme, c'est vraiment super important. T'sais. Sinon, je pense que d'avoir un site fixe, ça permet aussi peut-être d'avoir
une présence plus établie, fait que les gens peuvent revenir facilement, on peut développer un lien fort. Mais c'est intéressant aussi au niveau de l'analyse de, c'est comme ça que tu m'as dit que tu t'es senti les dernières fois que tu as consommé ta substance, c'est ça qu'on a vu dans ta substance, t'sais. Et donc me tenir au courant comment ça s'est passé finalement. Je sens que tu as des inquiétudes face à comment ça va se passer. Fait qu'il y a possibilité d'avoir une relation où est-ce que la personne nous revient ou même revient souvent pour voir les variations dans sa substance. Est-ce qu'il y a une stabilité? C'est pas une garantie de sécurité, mais c'est un élément intéressant à développer aussi avec eux, puis à ce qu'ils aient en tête quand ils consomment. Puis, tu sais, j'ajouterais un peu, pour faire un peu de pouce sur qu'est-ce que tu disais au niveau de travailler en équipe aussi. Tu sais, il y a plusieurs groupes d'échange, tu sais, entre les analystes. Je sais qu'au Québec, vous avez commencé à faire ça aussi, à échanger entre vous, puis de vous rencontrer et discuter de certaines choses. Je sais que dans l'Ouest canadien, il y a toute une communauté de pratique aussi en lien avec, tu sais, tous ceux qui font l'analyse de substances. Puis ça, je pense que c'est important, ça aussi, d'aller chercher ces connaissances-là au niveau, tu sais, quand tu fais le service. Puis, tu sais, il y a aussi celui, tu sais, le groupe de travail qui va devenir probablement une communauté de pratique pan-canadienne sur l'analyse de substances où on va chercher beaucoup d'informations là, de formation et de la formation continue et de l'échange entre nous. Puis ça, je pense que c'est important d'avoir, oui, dans nos services à nous, mais aussi à l'extérieur, puis d'échanger avec les gens aussi qui le font au quotidien aussi, ça nous aide beaucoup. Donc, c'est bien important, ces lieux-là. Ça nous garde au fait, en fait, des réalités de différents quartiers ou endroits ou même provinces quand on fait partie de voir qu'est-ce qui se passe sur les différents territoires. Puis des fois, ça nous permet de mieux nous outiller à ce qui s'en vient aussi. Fait que définitivement, là, ce partage-là, quand on l'a avec les communautés de pratique et tout ça, pour nous, c'est vraiment super enrichissant pour mieux faire notre travail en bout de ligne. Tout à fait. Donc, on a dépassé un peu notre temps pour cette section-là, mais là, on va laisser Antoine parler des modèles de communication à la communauté. Et donc, là, on a vu plus à l'individu, mais là, Antoine, qui travaille beaucoup avec son travail, il va vous présenter un peu plus le macro qu'on appelle. Je te cède la parole et je te mets ça. C'est bien? Merci, Julie. Bienvenue. Donc, je voudrais commencer par dire que je vais parler de plusieurs moyens qui sont employés pour communiquer avec toutes sortes de populations différentes, mais que la liste ne va pas être exhaustive. Il y a plein d'autres moyens que je ne vais sûrement pas nommer. Donc, je vais juste focuser sur quelques exemples qui se produisent ici dans notre région. Mais chose certaine, c'est que les principes de communication énumérés par Jean-Philippe, Geneviève et Julie, ils s'appliquent pour la communication publique. Puis mon premier warning aussi, c'est quand on se met à communiquer publiquement, c'est facile d'oublier les principes de base puis les fondements d'analyse de substance. Il faut continuer de les garder en arrière de notre tête tout le temps pour informer comment on va communiquer l'information puis pourquoi on va la communiquer. Donc, un petit contexte géographique, Interior Health, c'est une section de la Colombie-Britannique. C'est qu'en gros, il y a à peu près 1 million de personnes qui vivent dans Interior Health, mais sont vraiment séparées dans des minuscules communautés. Tu peux faire next slide, Julie. Donc ça, c'est Interior Health ici. Puis tous les points qui sont rouges, c'est des sites d'analyse de substances fixes. Ils se déplacent un petit peu quand même, mais ils sont pas mal centrés là. Donc on en a 6 qui sont en opération. Mais tous les points qui sont bleus, c'est d'autres sites qui peuvent transporter des substances. Donc, on les appelle les UPHNS, puis je vais faire référence à ça plus tard. Donc, ça veut dire Urgent Public Health Needs Site. C'est une désignation qui permet de transporter des substances, de collecter dans le but d'analyse de substances. Donc, on a aussi beaucoup d'événements. On peut faire next. Et rapidement, juste pour donner une meilleure idée, ça, c'est la structure. On n'a pas besoin d'apprendre ça par cœur, don't worry. Mais ça indique en gros comment on collabore entre nous dans un territoire. Donc, chaque site qui est comme en mauve, là, c'est un site un peu comme celui de Jean-Philippe, qui va être un site fixe. Mais des fois, ces sites-là peuvent se transformer en sites comme celui de Geneviève, puis se promener d'un bord à de l'autre. Mais en gros, les sites qui sont en vert, ils peuvent amener des substances vers le site en mauve.
Puis, ils vont recevoir des résultats avec une analyse de spectroscopie infrarouge. Mais tous les sites ont aussi accès à transport de substances vers Substance sur l'île, qui a accès à des capacités de testage pas mal plus grandes. On peut faire Next ici. OK. Donc, qu'est-ce qui est bien important de comprendre, c'est que quand on communique avec le public, il faut quand même considérer l'anonymat et la sécurité des utilisateurs du service. Si on opère dans une région très rurale, puis qu'il y a une personne qui nous amène un échantillon qui est inquiétant, mais qu'on décide de communiquer d'une manière ou d'une autre à propos de ça, c'est possible que cette personne-là puisse être identifiée par notre communication. Donc, des fois, il faut quand même être prudent. Il faut quand même garder ça en tête que les gens qui apportent les substances au service, ben, c'est à cause de eux qu'on a ces données-là. Donc, il faut garder un peu ça en tête quand on communique. Une autre astuce, ce serait de considérer le public cible ainsi que le public général qui va être exposé à l'information. C'est quoi la différence entre public cible et public général? Ben, disons que je mets une annonce à la radio pour dire que dans les raves, il y a une batch d'ecstasy qui contient de la paraméthoxyamphétamine, puis qu'il faut faire attention à ça. Ben, c'est qui va entendre ça? C'est tout le monde, même si mon public cible, c'est le rave. Donc, il faut vraiment faire attention comment on communique parce que c'est vraiment facile après que les gens du public peuvent prendre les messages et les twister, puis on se retrouve avec une belle situation qui est politique à gérer en public. Puis je parle par expérience ici, c'est arrivé quelques fois. Évaluer le risque de la situation. Des fois, qu'est-ce qui va mener à une alerte ou à une communication publique à quelque part ne va pas mener à une alerte ou une communication ailleurs. Même dans notre région ici, il y a des endroits où est-ce que la moyenne de concentration de fentanyl dans le down, qui est, je ne sais pas comment, le down, en tout cas, c'est le fentanyl là, que ça s'appelle au Québec, la dope, ben, ça va être une moyenne de 10% à peu près. Mais on a d'autres endroits où est-ce que la moyenne est comme 20-25% la plupart du temps. Si jamais on trouvait quelque chose à 25%, à cet endroit-là, ben, ça serait normal versus un autre endroit, ben, là, peut-être ça vaudrait la peine de faire une communication publique. Donc, c'est ça, déterminer le contexte, la situation, la temporalité, la fréquence, la géographie. Quand on reçoit un échantillon, c'est quoi qui dit que c'est pas juste quelqu'un qui a commandé ça sur Internet, qui a mis ça dans son tiroir il y a 10 ans, puis que là, tout à coup, il décide de l'amener au service d'analyse. Donc, il faut tout le temps s'informer à plus loin que juste le résultat de la machine, parce que ça, c'est vraiment rien. Comme on a dit, c'est vraiment le côté humain, c'est vraiment le côté contexte. Donc, souvent, on va comme essayer d'aller obtenir un peu d'informations, si on peut, de l'utilisateur du service, quand on ne va pas être sûr. Puis ça va vraiment nous aider à guider vers est-ce qu'il faut prendre action ou est-ce que c'est correct. Si quelqu'un dans notre service, est-ce qu'on va tout de suite alerter? Ben non, parce que peut-être que cette personne-là, c'est ça qu'elle voulait, puis elle planifie de diluer de toute façon, puis ça fait 2 ans qu'elle fait ça, puis ça va bien pour elle. Donc, on a ça ici, puis on a aussi, finalement, comme ça a été mentionné, s'assurer de la véracité des résultats. Donc, on va toujours checker une deuxième fois avec quelqu'un d'autre. Si on peut faire une autre analyse avec une autre technologie, ça peut aider. Mais s'assurer toujours d'avoir plusieurs opinions avant de distribuer l'information publiquement. Ça donne vraiment la responsabilité. Je n'ai pas trouvé un meilleur mot en français pour accountability, mais c'est vraiment important dans le cas de distribution d'informations. OK. Là, je vais juste dire quelques autres petites choses. Les techniques qu'ils peuvent utiliser pour transmettre l'information publiquement, ça peut passer des choses vraiment simples à bouche à oreille. Puis ça, oui, en fait, c'est surprenant des fois comment l'information se transmet vite, mais il y a des limites aux bouches à oreille parce que ça se transmet vite, mais un peu de croche des fois. On peut aussi faire des alertes, donc locales, régionales, provinciales. J'aime bien le mot responsabilisation, merci. Il y a des applications qui existent. Je ne sais pas si vous avez ça au Québec. Ici, on a quelque chose qui s'appelle Lifeguard. Tu peux utiliser ça quand que tu consommes des substances. Ça peut t'assister dans le cas que tu es dans une surdose. Comme de manière automatique, c'est quand même cool. Mais
ça peut aussi être utilisé pour envoyer des messages directement sur les appareils mobiles des gens. Donc, on peut aussi alerter par message texte, au niveau communautaire, des écrans dans les fenêtres, avec des tableaux blancs. Dans les festivals, même chose, ça peut être des écrans. C'est important aussi de comprendre que la communication de résultats, c'est vraiment important avec le drug checking, avec l'analyse de substances. C'est aussi un outil qu'on a ici au BC, puis ça, je parle de ça parce qu'on est comme un petit peu en avance sur vous au Québec, quoi que vous êtes en train de rattraper ça en grande pompe. Mais on a vu que des fois, dans la communication de la justification du service d'analyse de substances, l'aspect qu'on pourrait appeler surveillance, même si j'aime pas tant le mot parce qu'il est associé à la police, c'est quand même un aspect très important qui va bénéficier beaucoup de gens, pas juste les utilisateurs de substances, mais aussi dans le système de santé au grand complet, dans les organismes communautaires. Donc, on a beaucoup de sites ici en Colombie-Britannique qui, à chaque semaine ou à chaque mois, ils vont élaborer des rapports puis les envoyer à leurs partenaires. Puis ça l'aide non seulement à rappeler que, hey, le service d'analyse de substances il existe, on peut l'utiliser, mais aussi avoir des données sur qu'est-ce qu'il y a dans les substances à ce moment-là. On a même des départements d'urgence qui aiment ça, savoir c'est quoi qu'on trouve dans les substances, parce que quand ils reçoivent des gens avec des surdoses, ils peuvent savoir un petit peu qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce temps-là. Puis, dernièrement là-dessus, je voudrais juste dire, les résultats sont pas aussi utiles s'ils sont juste collectés pour des publications universitaires. On essaie vraiment de garder ça roots avec le drug checking, puis on essaie de s'assurer que les résultats puissent être accessibles aux gens qui nous ont amené leurs substances en premier lieu, parce qu'on n'aurait pas ces résultats-là sans eux. Donc, on veut s'assurer de les mettre en premier plan tout le temps. OK, next slide, please. OK. Donc, ça, en milieu festivalier, ça devrait aussi dire en milieu communautaire en haut. Mais en gros, c'est un rappel qu'avant d'étendre les résultats, il faut toujours demander un deuxième avis, puis peut-être un deuxième avis à quelqu'un qui n'est pas relié à notre organisme. Déjà, ça, c'est bien. On a un bon système pour ça au BC en ce moment. Dès qu'on a un doute, on peut facilement communiquer avec plein de gens puis avoir des secondes opinions. Next slide. OK. Rapidement, je vais passer sur des exemples un petit peu plus concrets. Ici, on a la chance d'avoir les deux des plus gros festivals de musique électronique au Canada, désolé. Puis, c'est intéressant parce que j'appelle ça micro-macro, parce que c'est un environnement relativement contenu, mais c'est quand même des communications qui sont au niveau macro, donc au niveau plus loin que l'individu. Donc, on peut vraiment rapidement observer, en fait, dans ces environnements-là, les effets des messages qu'on transmet. C'est comme un petit peu un Petri dish, là. Ça permet de voir qu'est-ce qui se passe rapidement. Ça permet d'expérimenter des choses. Donc, juste pour un petit contexte, là, Shambhala, par exemple, il y a environ 18 000 personnes qui sont présentes là-bas, incluant le staff. On teste environ 3 500 substances par année, l'an passé en tout cas. Puis, on a 5 instruments disponibles 16 heures par jour qui sont staffés par 2 personnes par instrument. Ça, c'est un petit tip aussi. Si vous faites ça, c'est bien d'avoir 2 personnes par instrument parce que ça donne de la multidisciplinarité. Ça aide à réduire la fatigue, mais aussi, ça ajoute un certain aspect de contrôle de qualité et de responsabilité. C'est plus dur de dire n'importe quoi quand on est en équipe que quand on est tout seul. Puis, c'est vraiment une bonne occasion aussi pour apprendre. Bon, maintenant que j'ai fait mon sales pitch pour tous ceux ici qui vont vouloir venir joindre notre équipe de 70 à Shambhala, on va continuer sur la communication. Donc, à Shambhala ou dans les festivals, on a un écran. Avant, c'était un tableau blanc avec des marqueurs, mais là, on a un écran qu'on va regarder des exemples de quoi ça peut avoir l'air tantôt. On a la signalisation sur le site, donc on peut avoir des pancartes. Il peut y avoir même des pancartes qui sont installées en cas d'urgence, qu'il y a quelque chose qui se passe un peu partout sur le site. On a un système de messagerie du festival qu'on a utilisé cette année. En fait, c'est tous les gens qui vont au festival, ils installaient l'application, puis le festival pouvait communiquer des trucs avec eux. Bon, d'habitude, c'est pour dire que tel DJ était délayé de tant de temps, mais des fois, on réussissait à les convaincre que c'était important notre information, puis on pouvait passer une petite bite dans ce système-là. Les stages, c'est déjà arrivé dans le passé que, en fait, même pour ceux qui ont déjà vu des documentaires sur Woodstock ou qui ont peut-être même dans l'audience qui sont déjà allés, si un artiste décide d'arrêter sa présentation pour dire faites attention, ne mangez pas telle affaire, ça a vraiment un gros impact. Donc, ça, c'est vraiment un moyen puissant de rejoindre les gens.
Puis les communications en service, c'est vraiment important, encore une fois, même dans un milieu festivalier, on est en constante communication avec l'équipe médicale parce qu'ils veulent savoir ce qu'on trouve, mais nous autres, on veut savoir ce qui crée des problèmes pour qu'on puisse focusser notre messaging là-dessus. OK. On peut faire next. Donc ça, c'est un exemple d'une slide que sur nos écrans qu'on met à Shambhala en live. On essaie de garder ça quand même simple, puis on essaie de s'assurer que c'est une bonne occasion de mettre des conseils de réduction des méfaits. Donc, par exemple, on va avoir le fameux 2CB qui, en fait, est du 2C, qui est l'espèce de mixture qui vient de l'Amérique centrale, qui est une mixture rose qui, en fait, n'est pas vraiment du 2CB pantoute. Ça, c'est un exemple qu'il y a là sur ça. Mais il y a plein d'autres exemples, dont l'exemple qui revient un peu à celui qu'on a fait de façon précédente dans la présentation par JP puis Geneviève, où est-ce que on se demandait si on avait de la cocaïne. Finalement, on a de la cocaïne. Ça ressemble à de la poudre blanche. Puis le commentaire, c'est « Ah, je pense qu'il y a de quoi dans ma cocaïne parce que ça me rend anxieux. » Bon, ben, est-ce que vous savez que la cocaïne, ça peut causer de l'anxiété? Donc, c'est le genre de petits commentaires qui sont simples, mais qui amènent les utilisateurs à réfléchir un petit peu. Puis aussi, un autre truc, c'est qu'on avait en bas le QR code. Là, je l'ai barré dans un esprit de respect, en fait, des gens qui nous ont amené les substances au festival pour ne pas partager tout le deck de slides parce que c'est ça. Puis en plus, il n'est pas tellement nettoyé. Il y a plein d'affaires drôles dedans. Mais là, c'est ça. Fait que les gens, ils peuvent en fait amener ça avec eux à leur tente, puis c'est updaté en temps réel. On peut faire next slide. Puis je peux-tu ajouter, Antoine, parce que pour avoir été à Shambhala puis avoir vu les deux, tu sais, autant sur le tableau blanc que ça, puis il y a aussi plein de messages de réduction des méfaits puis d'autres affaires. Mais une des choses, c'est que quand tu es intervenant là, puis tu t'installes à côté, tu parles à tellement de monde, puis tu poses plein de questions, puis il y a vraiment une belle interaction avec les gens. Donc, c'est un autre lieu d'intervention qui est vraiment fascinant aussi. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il est là 24 heures sur 24 aussi. Donc, il ferme pas. D'habitude, c'est ça, il ferme pas. Parce que je n'étais pas là l'année passée, ça, je ne sais pas si c'était ça, mais il reste là 24 heures sur 24. Ça, tu vois toujours du monde qui vont là, qui vont prendre l'information. Puis c'est cool que vous avez fait l'application parce que ça, c'est bien que les gens peuvent retourner et montrer ça aux gens. Anyway, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment. Puis j'ai entendu dire que dans d'autres sites, des sites de consommation supervisée, ils faisaient aussi des genres de screen ou des genres d'informations ou qui fassent circuler l'information à l'intérieur aussi. C'est bien important. OK, merci Julie. On peut faire next slide en fait, puis ça va être un autre petit exemple vite. On avait la chance d'avoir la capacité de quantifier des ingrédients dans les pilules à Shambhala cette année. Fait que ça permettait vraiment de donner plus d'informations. C'est vraiment les photos, premièrement, c'est vraiment un bon outil. Mais il faut faire attention avec les photos parce que deux drogues peuvent vraiment avoir l'air identiques, mais être complètement différentes en dedans. Donc, c'est vraiment quand on se met avec des photos, il faut commencer à faire du messaging à ce niveau-là. Si on a une information quantitative, c'est vraiment pertinent parce que ça amène des considérations de dosage, ce qu'on ne peut pas vraiment parler facilement sans ça. OK, next slide. OK. Puis effectivement, Julie, tu avais dit qu'il y avait un support visuel. Donc, ça, c'est une photo à Base Coast. On voit l'espèce de gros poster là, qui est comme 9 pieds de haut à côté de la personne qui s'occupe de l'entrée ici. Ça, c'est un document qu'on a créé avec les données qu'on avait obtenues dans les festivals. Puis si vous voulez scanner le QR code ici, puis je pourrais poster le link dans le chat plus tard. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est un aide visuel qu'on met en fait à côté de la tente. Puis c'est vraiment, Julie, malheureusement, tu n'as pas pu nous joindre l'an passé à Shambhala, mais tu aurais pu voir que c'est un outil encore plus puissant que l'écran quand il vient d'avoir des conversations parce que ça dit tout ce qu'on a trouvé l'année d'avant, puis ça intéresse vraiment les gens. Donc, on a décidé de produire ça, pas comme un rapport pour un journal scientifique, mais plutôt comme une espèce d'infographique qui est intéressant à regarder pour le monde. OK, next. Bon, je vais essayer de faire ça vite sur les alertes, mais je voudrais dire en premier que c'est un sujet vraiment débattu, les alertes, puis qu'il n'y aura pas un consensus d'entente facilement là-dessus.
je voudrais dire qu'ici, à Interior Health, on fait des alertes. On en a fait une trentaine l'an passé, donc on est rendu pas mal habitué. Malheureusement, on fait des alertes parce qu'on n'a pas nécessairement d'autres moyens de communiquer certaines informations, puis ça reste un des moyens les plus efficaces qu'on a. Donc, c'est quoi que ça peut faire une alerte? En fait, ça permet de rejoindre beaucoup de gens rapidement à propos d'un problème émergent. Ça permet de joindre des conseils de réduction des méfaits à certaines substances. Ça permet aussi d'accéder à différents modes de communication, comme le courriel, message texte, radio, télévision, médias sociaux. Possibilité de fatigue aussi, ça c'est une affaire qu'il faut comprendre. Si tu fais 10 alertes dans la même semaine pour des substances qui sont toutes les couleurs, le monde, ils vont juste tout écouter. Puis, il faut toujours considérer le contexte. Comme j'ai dit au début, on ne fait pas des alertes pour rien. On essaye en tout cas de notre mieux. OK, on peut faire next. Fait que ça, c'est des choses qui peuvent se retrouver sur l'alerte, puis je ne vais pas vraiment m'étendre là-dessus, mais en gros, c'est toutes des informations qui seraient vraiment utiles à inclure sur une alerte. Mais comme je vais montrer une alerte dans la prochaine slide, on va passer directement à ça. Yeah. Donc, si je pourrais donner un petit tip aussi sur les alertes qu'on a pu voir ici, parce que ça fait à peu près 6 ans qu'on en fait avec Interior Health. Utiliser un esthétisme de communication graphique clair, puis le garder constant, c'est vraiment un atout. Premièrement, ça va être plus facile pour vous autres quand vous allez faire des alertes, puis ça va laisser les gens comme reconnaître que quand ils vont voir ce style-là, ils vont savoir que c'est une alerte de telle place. Donc, c'est quand même bien de se trouver une identité visuelle et de continuer avec ça. Un autre petit tip qu'on fait, quand on distribue les alertes par courriel à tous nos partenaires, qui vont ensuite les distribuer à tous leurs partenaires, là, ça finit par vraiment spreader. On distribue en 2 formats, JPEG et PDF. Puis on a remarqué qu'en faisant ça, le monde y partageait beaucoup plus sur Internet, vu qu'il y avait accès à un format qui était facile à amener tout de suite sur Internet. Donc, juste un petit tip comme ça. OK, puis là, je vais expliquer comment ça peut se passer une alerte ici. Puis ça va montrer que la communication, ce n'est pas juste les résultats au public, mais aussi entre nous. Donc, ça, c'est une situation qui s'est passée en avril l'an passé, je pense, c'est ça. Puis, on avait eu une instance parce qu'on avait été informé de surdose de quelqu'un qui avait fumé du crack, puis qu'il y avait une surdose de type opioïde. Donc, ça, c'est un peu inquiétant, c'est un peu rare aussi. Mais après ça, on a tout de suite, 1 heure plus tard, entendu qu'il y en avait un autre. Donc, il y a un travailleur de rue qui a obtenu une échantillon, puis la substance a été collectée par un de nos sites là, qui était en vert dans la charte que j'ai montrée plus tard, Turning Point à Vernon. La substance a été transportée par voiture à un autre site qui avait un appareil pour analyser les substances, un FTIR. Puis, on a révélé la nature. Ils nous ont contactés avec les résultats. Moi, dans mon travail, c'est de reviewer les résultats, de voir si l'analyse a fait du bon sens. Puis, on a consulté avec le MHO, parce que ça, c'est Medical Health Officer. Je ne sais pas c'est quoi l'équivalent au Québec, mais je suis pas mal sûr qu'il y en a un. En fait, c'est comme lui qui va toujours dire comme son dernier mot, comme « OK, we go ahead avec l'alerte ou pas ». Puis, l'alerte a été envoyée par courriel, message texte à toutes les organisations reliées, à peu près 8 heures plus tard après la première présentation de surdose. Donc, c'est quand même un cas de rapidité. Puis, finalement, ben oui, en fait, c'était du fentanyl qui ressemblait à du crack. On peut le voir sur la photo, 35% à peu près de fentanyl, 5 à 10 de bromazolam, puis de la xylazine en plus. Ça commence à être un sample non seulement de fentanyl, qui n'est pas du crack, mais qui est fort pour du fentanyl lui-même. Donc, c'était vraiment un cas qui était important. Donc, on peut switcher à la prochaine slide. Donc, ça, c'est 2 autres exemples d'alerte. C'est ma dernière slide ici. C'est un peu pour montrer qu'on peut faire des alertes ici dans différentes situations. Donc, l'alerte de gauche, c'était qu'on avait vu qu'il y avait plusieurs échantillons au fil de 2 semaines qui commençaient de plus en plus à avoir de xylazine. Donc, on peut voir ici qu'on a l'information sur l'apparence de la substance en plus d'une photo. On a la location, Cranbrook en haut de ça. En dessous, on a sold as, donc c'est quoi comment qu'on appelle cette drogue-là dans la rue. Qu'est-ce que ça contient selon nos analyses? Puis c'est quoi les risques qui sont reliés directement avec ça? Après ça, on a un petit... bonne question dans le chat. Les alertes peuvent parfois venir de la santé publique, mais des fois aussi, on encourage nos partenaires qui sont comme dans la communauté à faire leurs alertes eux-mêmes si on juge que
ça ne bénéficierait pas d'une alerte plus étendue à santé publique. Fait qu'on supporte vraiment nos sites communautaires à faire des alertes aussi, s'ils jugent que c'est besoin, parce qu'en bout de ligne, c'est eux qui le savent, c'est eux qui sont là. Mais des fois, ils aiment ça aussi recueillir notre aide parce qu'on a vraiment une capacité de joindre encore plus grand. C'est vraiment tout le temps un peu une jonglerie entre est-ce qu'on veut fatiguer les gens avec une alerte? Est-ce que ça vaut la peine d'en faire une? Est-ce qu'on a assez de preuves dans la communauté? Donc, ouais, merci pour la question. Donc, on a aussi un encadré qui parle de la substance en question qui donne un petit peu plus d'informations sur l'action d'un fait. Puis en bas de l'alerte, on a toujours un peu les mêmes choses qui dit comment accéder des ressources par rapport à son utilisation de substances, puis si on veut faire tester nos substances ou si on veut utiliser des sites de supervision, de consommation supervisée. À droite, juste vite, je ne vais pas passer au travers de tout, mais c'est un autre exemple. Ça, ce n'est pas une alerte, c'est un advisory. Donc, c'est un message plus général qu'on avait envoyé à toute notre population parce que, à tout notre territoire, pas toute notre population, là, on n'a pas envoyé un courriel à 1 million de personnes. On espère qu'il y a plein de monde qui l'ont vu par contre. En gros, on se mettait à avoir des dilodides qui étaient faux, qui avaient les autres nitazans. On a vu quelques instances de ça. Puis, vu la situation où est-ce qu'on sait que les comprimés sont souvent utilisés par des gens qui sont peut-être plus en phase expérimentale avec les substances ou qui ont potentiellement moins de tolérance, on jugeait que c'est vraiment important de partager cette information-là, puis on n'avait pas vraiment d'autres moyens. Mais ça a vraiment fonctionné pour plusieurs moyens. Les médias, ils l'ont repris. C'est ça qui est le fun des fois, c'est que c'est comme un petit truc pour comme attirer la coopération des médias. Là, ils prennent ça, puis là, on est dans des interviews soudainement, on en parle, ça nous met sur un tremplin pour parler de c'est quoi la situation. C'est évidemment à double tranchant des fois, ça va dépendre comment ils vont comprendre qu'est-ce qu'on va essayer d'expliquer. Mais ça a fonctionné, on l'a vu dans les statistiques en fait, parce qu'on a eu une majeure augmentation de gens qui amenaient ces substances-là, en fait, des dilodides exactement comme ça, 8 mg, dans les services d'analyse de substances. Donc, c'est fun des fois de voir que, OK, quand on fait des choses, ça crée des réponses au niveau communautaire. Puis, c'est ça. Je vais laisser la parole à Julie. On arrive à quelques minutes de la fin. Je veux vraiment remercier nos invités, Geneviève, Antoine et Jean-Philippe, vraiment là, d'avoir pris le temps de présenter un peu qu'est-ce que vous faites au quotidien dans votre travail. C'est vraiment tout un travail plein d'exemples concrets aussi de ce qui se passe sur le terrain. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin et qui ont participé à la fin. Merci d'avoir été là. Je sais qu'on a mis une évaluation dans le chat, mais il y aura un courriel aussi avec l'évaluation. C'est toujours important pour nous améliorer puis de savoir si on a bien répondu à vos attentes. J'espère que vous avez passé un beau 2h30 avec nous sur cette thématique-là. Je ne sais pas si Geneviève, Antoine ou Jean-Philippe, vous voulez dire un petit dernier mot, une petite dernière affaire avant de partir? Oui, ben écoute, c'est sûr, on n'a pas eu le temps beaucoup pour des questions, mais si jamais il y a des sujets qui restent pas clairs ou des questions qui n'ont pas été abordées, que vous souhaitez plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter aussi. On est accessible en dehors de cette rencontre-là. Si vous êtes à Montréal ou dans les parages, ou vous passez par Montréal puis vous êtes intéressé à venir voir Dopamine, visiter un site fixe d'analyse de substances, ben, faites-moi signe aussi, ça me fera bien plaisir. Vous le voyez tout le long, hein, il était dans sa salle en arrière, là, donc vous voyez tout Yes. l'équipement puis tout, là, donc c'est Donc, super. Tina, mon spectacle. Elle s'appelle Tina. Oui, elle a commencé à travailler la journée du décès de Tina Turner. Une décision de l'équipe. C'est pas... Ça, c'est quelque chose dans tous les sites. La plupart du monde nomment leur machine, donne des noms. Geneviève, tu veux-tu dire un petit dernier mot? Ben, moi, je suis juste vraiment contente de la participation. Fait que je remercie tous ceux qui sont venus assister à cette rencontre-là et à toi aussi, Julie Soleil, pour avoir monté tout ça. Tu as fait un travail phénoménal et à mes deux collègues aussi. Fait que j'ai bien apprécié cette rencontre.
Super. Malgré que moi et Geneviève, on est grippés puis on est là aujourd'hui. On ne l'a pas dit dès le départ, là, mais on a passé. Non. Voilà. Nos, Et nos cerveaux Antoine, sont dans la ton brume. cerveau, oui, on a fait du mieux qu'on pouvait. Antoine, est-ce que tu veux dire un dernier petit mot? Oui, merci beaucoup pour l'occasion d'avoir présenté ici. Je suis vraiment surpris que le monde ait offert 2 heures et demie de temps. C'est quand même une longue présentation, fait que je vais prendre ça comme un gros compliment. Puis merci d'avoir organisé ça, Julie.